If they are serious about trying to resolve this situation, that soldier needs to be unconditionally released as soon as possible. نوجه نداء بإيقاف إطلاق النيران وإنهاء العنف وقتل والدماء اللي بتسقط في غزة. Bonjour, bon réveil et bon dimanche. Merci d'avoir choisi i24 News pour vous informer. Ce matin, nous sommes en édition spéciale et voici ce qu'il faut retenir de l'actualité au 27e jour de l'opération Bordure protectrice. L'armée israélienne annonce la mort du lieutenant Hadar Goldin, porté disparu depuis vendredi alors qu'il combattait dans la bande de Gaza. Une commission spéciale menée par le rabbin en chef de Tsahal a établi les faits en se basant sur des considérations médicales, religieuses et sécuritaires. Son enterrement devrait avoir lieu aujourd'hui ou demain, ce qui porte le bilan total des soldats israéliens morts au combat à 64 depuis le début de l'opération. Sur le terrain, l'armée israélienne a commencé hier à retirer la majorité de ses troupes présentes à Gaza. La destruction des tunnels toucherait à sa fin. Mais Binyamin Netanyahou déclare que l'opération se poursuivra même après l'atteinte de cet objectif, tant que le calme ne sera pas restauré pour les citoyens israéliens. Et à Gaza, on note qu'une vingtaine de cibles a été frappée par Israël ces dernières heures. De sources palestiniennes ont fait état de près de 20 morts, ce qui porte le bilan total à plus de 1700 morts depuis le début de l'opération. Le Hamas poursuit dans le même temps à tirer sur Israël. 80 missiles dans la journée d'hier sur l'ensemble du pays. Les alertes ont retenti également ce matin, principalement dans le sud d'Israël. Enfin, sur le front diplomatique, à noter qu'une délégation palestinienne est attendue aujourd'hui au Caire pour discuter d'une sortie de crise. Israël a annoncé que pour l'heure, elle n'enverrait aucune délégation dans la capitale égyptienne. Je vous rappelle que le gouvernement israélien a décidé vendredi de ne plus négocier avec le Hamas, mais de décider seul quand et comment il arrêtera son offensive. Voilà, merci à vous d'être avec nous. On se dirige tout de suite vers la frontière entre Israël et la bande de Gaza. Mathias Inbar, bonjour. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire de l'opération ce matin dans Gaza ? Barbara, bon dimanche à vous. Effectivement, l'opération se poursuit. Comme l'a déclaré hier le Premier ministre israélien, il s'agit d'un retrait partiel en tout cas. Comme je vous l'explique depuis plusieurs semaines, il y a plusieurs forces à l'intérieur de la bande de Gaza. Deux précisément, celles qui détruisent et neutralisent les tunnels de contrebande et les tunnels offensifs. Et ceux qui les protègent pour l'instant, celles qui se sont en tout cas reculées et soit le long de la frontière, soit à l'intérieur du territoire israélien, eh bien, ce sont celles qui protégeaient les unités spéciales. Restent à l'intérieur toutes les unités spéciales et commandos de l'armée israélienne. Et la preuve que les combats continuent, eh bien, vous allez le voir derrière moi. Mon caméraman, vous voyez sans doute, Nassib vous montre le nuage blanc. Nous sommes à Deir el-Balah. Derrière moi, vous voyez le centre de la bande de Gaza. C'est Gaza précisément. On nous demande, l'armée israélienne vient nous demander d'arrêter de diffuser. Tout ça dans un endroit précisément interdit. On va essayer de vous renvoyer on va essayer de changer tout simplement de position, nous disent l'armée. Voilà, je peux continuer à parler puisque derrière moi, ce sont des endroits précisément interdits de filmer tout simplement parce qu'il y a toujours des combats, comme vous le comprenez. Alors Mathias, pour qu'on comprenne bien, certains soldats sont toujours postés dans Gaza. Ils auraient été repositionnés dans une sorte de cordon sécuritaire le long de la frontière avec Israël à quelques centaines de mètres ?
Oui, ce que vous avez vu dernièrement de manière furtive, jusqu'à ce que l'armée me demande de changer de position de caméra, eh bien, ce sont les blindés qui sont toujours postés à quelques centaines de mètres de la bande de Gaza, tout simplement parce qu'il y a toujours des opérations. Il est important pour l'armée israélienne de maintenir une force de dissuasion, aux abords de la bande de Gaza et à l'extérieur, tout simplement parce qu'il y a toujours de la part du Hamas une volonté de commettre des attentats ou alors de s'infiltrer à travers des tunnels, parce que selon les renseignements israéliens, il y avait une trentaine de tunnels offensifs, à savoir des tunnels desquels s'infiltrent des terroristes du Hamas en territoire israélien. Selon les renseignements israéliens, 31 ont été détruits. Il en reste donc 1, voire 2 ou 3 tout au plus. Et on l'a vu, les tunnels offensifs sont toujours présents. On l'a vu, ce qu'ils peuvent donner éventuellement à Rafia, par exemple, vendredi dernier, où 2 soldats ont été tués. Un a été kidnappé, depuis il a été donné comme mort. Mais on le voit, les tunnels de contrebande restent toujours l'un des principaux dangers pour l'armée israélienne. Merci beaucoup Mathias, on vous retrouve évidemment tout au long de cette édition. Il est temps de dire bonjour à nos premiers invités. Emmanuel Navon, merci d'être avec nous, professeur de relations internationales à l'université de Tel Aviv. Et Raphaël Yerouchalmi, ancien officier des renseignements militaires israéliens, bonjour. Comment vous comprenez ce matin la stratégie militaire d'Israël dans Gaza? Alors il s'agit d'un retrait tactique, très logique, 2 raisons. La première, c'est lorsque l'on est dans une guérilla urbaine, il y a des unités effectivement comme Givati qui s'y trouvent depuis plusieurs jours. Il y a une grande difficulté de rapprovisionnement des troupes sur le terrain. Ce n'est pas comme un grand champ de bataille où on peut amener derrière les cantines et les camions de munitions. Il est très difficile pour la logistique de suivre et de rapprovisionner les soldats sur le terrain. Plus évidemment, au bout de plusieurs jours de combats intensifs dans une zone de guérilla urbaine, les soldats ont besoin de se reposer. Donc c'est un retrait tactique. C'est aussi un retrait tactique de regroupement et de réflexion, puisque nous sommes arrivés quand même à un certain niveau qui est vers la fin des tunnels, oui, enfin de l'objectif tunnel, bien qu'il n'y ait aucune garantie, évidemment qu'il n'en reste pas 1 ou 2, mais en gros c'est fait. Et donc nous sommes à un tournant où on se regroupe et on décide. Tant qu'il n'a pas été décidé une opération de grande envergure qui recouvrerait tout Gaza, une sorte de reconquête de Gaza, il y a un moment de réflexion, d'accalmie qui peut être très bon aussi pour la suite des événements. N'oublions pas qu'il reste aussi l'option d'attaque directe des dirigeants du Hamas dans leur bunker, l'option commando qui capturerait M. Haniyeh et ses complices. Voilà, c'est peut-être une option. Emmanuel Navon, voilà, on parle d'étapes de réflexion, de réorganisation des troupes. Binyamin Netanyahou l'a répété hier, l'opération n'est pas terminée. Comment vous interprétez cette situation? Clairement, le combat continue. Les combats continuent. Comme l'a expliqué Raphaël Yerouchalmi, il s'agit d'un redéploiement. Il ne s'agit pas d'un retrait, mais d'un redéploiement. Pourquoi? Parce que l'objectif des tunnels a été quasiment atteint. Mais le Premier ministre, hier soir, a indiqué certaines choses, mais n'a pas dit clairement quelle était la suite des événements. C'est-à-dire qu'il n'a pas dit « nous allons reconquérir la bande de Gaza et attraper les dirigeants du Hamas ». Il n'a pas dit « nous allons nous retirer et négocier avec le Hamas ». Alors, il y a eu certaines allusions. D'abord, il a dit clairement que les opérations militaires se poursuivront. On ne sait pas jusqu'à quand. Il a parlé également de nouvelles opportunités régionales, sans préciser à quoi il pensait. Donc je dirais que pour l'instant, nous sommes dans une période d'attente. Il y a une certaine, je dirais, un certain flou artistique. Mais en tout cas, concrètement, nos troupes sont toujours sur le terrain. Comme je l'ai dit, elles se redéploient. L'opération reste, les combats se poursuivent. Et il n'y a pas toujours pour l'instant de date de sortie. Nous sommes dans une espèce de période d'attente en voyant un peu de wait and see, je dirais. Alors, les responsables israéliens ont réaffirmé leur stratégie, une solution unilatérale qui mettrait fin à la menace terroriste par la dissuasion. En langage civil, ça veut dire quoi? En langage civil, ça veut dire que nous n'en sommes pas encore là. La dissuasion, c'est le but, c'est encore un objectif qui n'est pas tout à fait atteint.
puisque le Hamas continue à nous attaquer, donc il n'est pas dissuadé. La dissuasion, c'est une conception militaire israélienne depuis toujours. Notre force de déterrence, comme disent les Anglais, deterrence, c'est ce que nous avons réussi à obtenir effectivement par rapport au Hezbollah. C'est ce que nous avons réussi à obtenir pendant de longues années par rapport à la Syrie et même avec la Cisjordanie. Mais pour en arriver là, ça veut dire qu'Israël doit frapper encore plus fort? Oui, voilà. Là où on a obtenu notre force de dissuasion, ça a été Hezbollah, des bombardements extrêmement intensifs, alors que la responsabilité incombait à l'armée libanaise et aux forces des Nations Unies au sud Liban d'interdire au Hezbollah de tirer sur Israël. Nous n'avions pas le choix. Avec la Cisjordanie, ça a été une entrée massive et un contrôle militaire de la Cisjordanie qui a dissuadé M. Abou Mazen, par exemple, de tabler sur le terrorisme, de tabler sur ces dizaines d'attentats qui avaient lieu en Israël. Il a compris que ça ne valait pas la peine. Évidemment, le Hamas, ce n'est pas Abou Mazen, ce n'est même pas le Hezbollah. C'est un groupe de terroristes, ok, mais qui n'a aucune logique politique, aucune cohérence, qui entre eux ne sont jamais d'accord, se disputent, se tirent entre les pattes. Très très difficile d'arriver à une réaction normale. C'est un petit peu comme si vous matez une bête sauvage, vous ne savez pas très bien, même si après 3 ans de cirque, elle peut encore vous mordre. Alors précisément, de nombreuses voix s'élèvent en Israël pour dire qu'il faut aller plus loin dans cette opération face à la branche militaire du Hamas. Et on le comprend bien, le cabinet hésite en fait entre 2 options depuis plusieurs semaines, soit le lancement d'une opération rempart, en quelque sorte à Gaza, c'est-à-dire réinvestir le centre de Gaza, éventuellement maintenir une présence militaire à Gaza sur le long terme, ou un retrait des troupes qui se ferait dans les jours qui viennent. Vers quel côté penche la balance ? Comme je l'ai dit tout à l'heure, on ne sait pas puisque le Premier ministre ne nous l'a pas dit hier soir. Mais vous avez parlé de l'opération Rempart et Raphaël Yerushalmi vient de la rappeler également. À l'époque, nous avons réinvesti la Cisjordanie. Les villes, les villages qui étaient devenus des centres de terrorisme, en particulier Jenin. Et c'est là que le terrorisme a cessé. Mais ça n'est pas simple. Vous savez... à l'époque, au moment du retrait unilatéral de 2005, je me souviens encore d'un article à l'époque de Chaim Ramon, un ancien député du Parti travailliste, qui avait dit si jamais il y a 1 ou 2 missiles qui tombent sur Israël, en 2 temps 3 mouvements, on réinvestit la bande de Gaza. Il s'avère que c'est un peu plus compliqué que cela. Et qu'on le voit, on a perdu plus de 60 soldats. Ça n'est pas simple. Mais il faut bien comprendre que sans un recontrôle de la bande de Gaza, en tout cas temporaire, pour véritablement démanteler toute l'infrastructure terroriste, on ne voit pas comment ces tirs s'arrêteront. C'est comme ça que ça s'est arrêté en Judée-Samarie en 2002, et ce n'est que comme ça que ça pourra s'arrêter à Gaza en 2014. Est-ce que l'échelon militaire partage cette analyse ? Oui, écoutez, le Hamas a été sauvé par le dôme de fer. S'il n'y avait pas eu le dôme de fer, nous serions depuis longtemps dans Gaza. Dans Gaza City. Bien sûr, nous aurions eu des dizaines, des centaines de civils israéliens tués. Donc, nous serions déjà en pleine reconquête. Monsieur Haniyeh et ses amis seraient déjà arrêtés. Ça aurait une autre tête tout de suite. Donc, je dis semi-cyniquement, le dôme de fer a sauvé le Hamas. Voilà où on en est, une espèce de flou artistique qui règne ce matin. Israël qui est en train de reconsidérer sa stratégie militaire et politique. Mais un événement a tout fait basculer. C'était vendredi matin. Le Hamas a rompu brutalement un cessez-le-feu qui venait d'entrer en vigueur. En attaquant une équipe de Tsahal à Rafiyah, il tue 2 soldats et en enlève un 3e. Ce matin, l'armée israélienne annonce officiellement que le lieutenant Hadar Goldin est bel et bien mort. Son enterrement est attendu dans la journée ou même demain. On fait un peu de l'ordre en images sur cette information, signée Sandy Fortis. Tsahal annonce le décès du soldat disparu Hadar Goldin. La famille en a été informée samedi soir par le ministre israélien de la Défense, Moshe Ya'alon. Selon le rabbin en chef de l'armée, assez d'éléments ont été réunis pour confirmer le décès du lieutenant de l'unité Givati lors de l'attaque de Rafah.
Peu après cette annonce officielle, un proche de la famille a diffusé aux médias un message de la part des Goldin. La famille a accepté dans la plus grande tristesse la décision de Tsahal annonçant le décès d'Adar, commandant de l'unité Givati, tombé dans l'attaque de Rafah. La famille remercie le peuple d'Israël pour son soutien et annonce que la date des funérailles sera publiée prochainement. La famille a demandé à tout le peuple d'Israël et à tous ceux qui le pourront de venir rendre un dernier hommage à leur fils Adar. Adar Goldin, 23 ans, est tombé au combat le vendredi 1er août lorsqu'un terroriste a surgi d'un tunnel dans le sud de la bande de Gaza et a enclenché la bombe qu'il portait à proximité d'une unité de Tsahal. 2 autres soldats ont été tués lors de cette attaque, le commandant Benaya Sarel et le sergent Liel Guidoni. En l'absence de son corps sur les lieux de l'attaque et suite à la découverte de certaines de ses affaires dans le tunnel adjacent, l'armée a d'abord suspecté l'enlèvement du soldat Adar Goldin, une hypothèse aujourd'hui réfutée. Samedi soir, de nombreux Israéliens se sont rassemblés devant le domicile de la famille Goldin à Kfar Saba pour leur apporter leur soutien. 300 personnes entonnant des chants israéliens et priant en mémoire du jeune soldat tombé au combat. Voilà, Emmanuel Lavoine, si on essaie un peu de comprendre ce qui s'est passé, qu'est-ce qui, à votre avis, a poussé l'armée israélienne, le rabbin militaire de Tsahal à prendre ces décisions, annoncer qu'il est bel et bien mort? Vous savez, l'armée a ses propres critères pour savoir quand un soldat a été enlevé, est en vie ou bien est mort. Les critères ont été fixés. Il était évident d'après l'armée que hier soir, Adar Goldin était effectivement tué au combat et n'avait pas été enlevé. Et c'est comme ça que l'annonce a été faite à la famille par le ministre de la Défense lui-même. On en est sûr, il n'a pas été enlevé? Moi, je ne suis pas 100% sûr. Dirons-nous, il y a une toute petite possibilité qu'il ait été enlevé et que durant la fuite, les obus qui tombaient soient tombés sur lui et ses enleveurs. On n'en sait pas plus sur la façon dont il a été tué. L'armée ne nous l'a pas dit, donc l'armée doit le savoir. À partir du moment donné, elle a retrouvé les éléments qui permettent d'identifier ce soldat. Elle a certainement beaucoup plus d'indications sur ce qui est passé. On ne nous l'a pas dit. La seule indication que nous avons, lorsqu'il y a un soldat tué, il y a le scientifique qui rentre en jeu, mais aussi le religieux. Et la loi juive envers les morts, qui est un petit peu différente pour les morts militaires que pour les morts civiles, les gens qui meurent à la guerre. Le fait que le grand rabbin de l'armée parle d'un enterrement. Oui. Il suffit de regarder, je ne suis pas un grand expert de la halakha juive, mais j'imagine qu'il y a des parties du corps de ce soldat qui permettent, par la loi juive, de l'enterrer en bonne et due forme. Donc à partir de ce moment-là, nous avons l'indication comme quoi on a bien retrouvé ce soldat et on doit certainement savoir dans l'armée plus ou moins ce qui est arrivé selon l'endroit où il a été retrouvé. Alors, ce qui est arrivé, la question qu'on se pose, c'est effectivement s'il a été tué par un tir ami. On parle toujours dans ces cas-là de cette fameuse procédure Hannibal. Ça veut dire quoi et pourquoi elle aurait été appliquée cette fois? Je ne suis pas sûr qu'elle a été appliquée cette fois. La procédure Hannibal est appliquée dans les 3 quarts des recherches en ce moment de tunnels. Là, on nous parle quand même d'une attaque surprise, suicide, et non pas d'une entrée piégée. Je crois à cette version d'un attaque suicide, puisqu'il y a eu effectivement des terroristes tués pratiquement à bout portant. Je crois qu'il y en a certainement qui avaient des explosifs. C'est vraiment comme ça que ça s'est passé. La procédure Hannibal est une procédure souple, ça s'adapte. Ça veut dire quoi en 2 phrases? C'est l'entrée sécurisée des soldats sur le terrain selon des méthodes. Et ça veut dire que si un soldat est enlevé, les forces de Tsahal ont peut-être même l'obligation pour éviter. On ne se retire pas du terrain tant qu'il reste un soldat sur le terrain vivant dont on le sait. Par exemple, par le passé, dans les opérations de Tsahal, l'une des plus célèbres, il y avait 4 soldats qui étaient restés au sud Liban lors d'une attaque contre les camps terroristes du sud Liban. On savait pertinemment qu'il y avait 4 soldats qui avaient été pas oubliés, mais
Il n'avait pas pu être récupéré. Et à ce moment-là, il y a eu un dilemme dans l'armée. Il y avait un immense danger pour l'armée de l'air, les hélicoptères de Tsahal, d'aller récupérer ces 4 soldats. Et la décision était immédiate de l'armée de l'air et au sommet. Nous risquons les hélicoptères, nous risquons la vie des pilotes, mais Hannibal, donc on ne les laissera pas en terrain ennemi. Mais là, on avait la certitude, on savait qu'ils étaient vivants, même pas blessés, ils étaient tout simplement coincés quelque part où on ne pouvait les rattraper, les refaire ressortir que par hélicoptère. Alors Emmanuel Avon, sur cette stratégie qu'utilisent les groupes terroristes ennemis d'Israël depuis longtemps, à savoir l'enlèvement de soldats, ces groupes terroristes ont très bien compris quelle est la réaction d'Israël. Une phrase qui est de mise en Israël depuis des décennies: ramener nos otages à tout prix, qu'ils soient morts ou vivants. Est-ce que ces groupes terroristes en ont profité de cette position éthique très forte et très ferme d'Israël, et est-ce que c'était une erreur ? Ils le disent eux-mêmes. Ils savent qu'en Israël, cela ils le répètent sur leurs médias sans arrêt. Ils disent: les Juifs sanctifient la vie, nous sanctifions la mort. Je les cite. Effectivement, lorsque Israël envoie des messages aux populations civiles de Gaza en leur disant de partir, on a vu ces images sur Internet, les terroristes du Hamas les battent et leur disent: restez dans vos maisons, nous avons besoin de cadavres photogéniques. Je cite. Ils savent que la société juive, la société israélienne, valorise la vie et est prêt à tout faire pour libérer nos soldats. Nous sommes également une armée populaire. Donc nous avons tous un frère, un fils, un père à l'armée, et que cette tragédie qui vient d'arriver à la famille Goldin peut arriver à n'importe quelle famille en Israël, et tout le monde le sait. Et nos ennemis le savent. Maintenant, il est temps tout de même de réfléchir à la façon dont ces négociations étaient menées dans le passé, en particulier dans le cas Shalit. Il y a une commission gouvernementale qui avait été nommée pour déterminer très clairement les critères et les principes de négociation de libération de prisonniers. Les recommandations de cette commission n'ont toujours pas été adoptées et n'ont même pas été discutées encore par le gouvernement. Il est temps véritablement d'avoir une discussion de fond sur cette question, parce que dans le cas de Gilad Shalit, il y a vraiment eu une libération sans précédent de terroristes, dont certains, plus de 1000, dont certains ont repris leurs activités terroristes et ont tué de nouveau des juifs. Et je pense qu'il est temps effectivement de mener un véritable dialogue de fond au sein de notre société sur la façon de traiter ce dossier de libération de prisonniers, d'échange de prisonniers. Voilà, cela fait partie des débats qui auront lieu sans doute après la fin de ce conflit. Revenons à ce qui se passe sur le terrain et à ce qui se passe sur le terrain diplomatique également. L'Égypte a fait savoir qu'il maintient son invitation aux délégations israéliennes et palestiniennes pour trouver une sortie de crise. La délégation palestinienne est attendue aujourd'hui. Est-ce qu'Israël pourrait accepter, peut-être dans un deuxième temps, un arrangement avec l'Égypte ? En tout cas, en ce qui concerne le Hamas, et le Premier ministre l'a dit, il a eu raison de le dire, comment peut-on faire confiance à ces gens-là ? À peine on déclare un cessez-le-feu, qu'ils le violent immédiatement. Et je vous rappelle que le président Obama et le secrétaire Kerry ont eux-mêmes réagi très violemment à cette violation du cessez-le-feu, parce que vous savez, lorsque le Hamas nous ment à nous en Israël, cela passe. Mais lorsqu'il ment aux États-Unis, là tout d'un coup, les Américains se fâchent. Je vous rappelle, ça rappelle un peu ce qui s'était passé avec Arafat à l'époque du Karen A. Tant qu'Arafat mentait à Israël, cela passait. Mais le moment où il a menti au président Bush, il a rompu les ponts complètement avec lui. Et là, on voit ce scénario où les États-Unis eux-mêmes disent, oui, effectivement, on ne peut pas faire confiance au Hamas parce qu'il ment sans arrêt. Donc, négocier aujourd'hui un cessez-le-feu avec le Hamas, c'est aberrant non seulement parce que le Hamas ment, mais également parce que je ne vois pas pourquoi il faudrait un cessez-le-feu alors qu'on peut avoir la victoire. C'est la victoire qu'il faut viser, pas une négociation avec cette organisation terroriste. Israël a quand même des intérêts diplomatiques peut-être à faire avancer ces discussions, non pas directement avec le Hamas, mais avec d'autres acteurs. Et on pense notamment à l'objectif numéro 1 d'Israël après ce conflit, c'est la démilitarisation de la bande de Gaza. Oui, ça c'est évident. Avant d'atteindre cet objectif-là, nous pouvons utiliser ces négociations, ce balai diplomatique, pour effectivement resserrer les liens naissants ou semi-naissants avec de nouveaux pays arabes qui entrent dans la danse.
les Jordaniens, les Saoudiens, d'autres pays qui sont modérés et que, comme dans les Émirats, que le Hamas inquiète autant que nous. Et le temps que ça prend, c'est très bon, parce que nous avons comme ça de plus en plus d'échanges pour créer les réseaux, les communications avec ces pays nouveaux qui rentrent dans la constellation. Le cessez-le-feu lui-même, si nous n'allons pas nous-mêmes terminer le travail sur le plan militaire, sur le terrain, ne peut donc être assuré que par des garanties en béton des Américains, des Nations Unies, peu importe par qui, des Européens. Il doit y avoir des garanties telles que nous puissions accepter un cessez-le-feu démilitarisé ou pas démilitarisé. Parce que démilitarisé, c'est pour combien de temps? Les Hamas se remilitarisera au bout de quelques mois. Donc, c'est la seule chose qui peut nous éviter cette entrée massive dans Gaza, cette reconquête de Gaza, c'est d'avoir de véritables garanties que dès que le mouvement brisera le cessez-le-feu établi, nous ne serons pas seuls devant le problème. Et donc, les Américains, les Européens, même des forces des Nations Unies, aussi inefficaces soient-elles, car les casques bleus sont plus symboliques qu'efficaces, mais tout de même, ça nous donnera à ce moment-là cette protection, ce premier rempart, et après une légitimité encore plus grande pour nous défendre s'il le faut et attaquer. Voilà, Tzipi Livni a abondé dans ce sens-là et l'a dit en direct hier, nous allons vers un accord global régional, non pas avec le Hamas, mais contre le Hamas. Je pense que tout le monde aura bien compris ce que ça signifie. Il faudra faire jouer les acteurs régionaux. On se tourne vers Elsa Mourgue, qui se trouve à l'hôpital Barzilai à Ashkelon, dans la ville d'Ashkelon. Elsa, bonjour. À l'hôpital où vous êtes, se trouvent toujours de nombreux blessés, des soldats israéliens. Oui, exactement. Alors, le week-end a été très mouvementé. Des dizaines de soldats sont arrivés ici à l'hôpital de Barzilai où je me trouve pour recevoir les premiers soins. Rien que dans la journée d'hier, ce sont 16 soldats qui sont arrivés pour recevoir les premiers soins ici. La nuit, en revanche, a été plutôt calme. Pas de blessés ont été transportés. En revanche, dans notre hôpital du sud d'Israël, ce sont 2 soldats blessés qui ont été transportés cette nuit. Alors, l'endroit où je me trouve, Barzilai, est un des hôpitaux centraux où sont transportés blessés civils et soldats. Depuis le début de l'opération, plus de 1100 personnes ont été soignées ici à l'hôpital de Barzilai. Merci beaucoup Elsa. Emmanuel Lavonne, vous restez avec nous. On se retrouve dans 2 petites minutes. Merci beaucoup Raphaël Yerushalmi d'avoir été avec nous ce matin. Merci d'être avec nous sur i24 News, 27e jour de l'opération Bordure Protectrice. Et voici ce qu'il faut retenir de l'actualité ce matin. L'armée israélienne annonce la mort du lieutenant Hadar Goldin, porté disparu depuis vendredi alors qu'il combattait dans la bande de Gaza. Une commission spéciale menée par le rabbin en chef de Tsahal a établi les faits en se basant sur des considérations médicales, religieuses et sécuritaires. Son enterrement devrait avoir lieu aujourd'hui ou demain, ce qui porte le bilan total des soldats israéliens morts au combat à 64 depuis le début de l'opération. Sur le terrain, l'armée israélienne a commencé hier à retirer la majorité de ses troupes présentes à Gaza. La destruction des tunnels toucherait à sa fin, mais Binyamin Netanyahou déclare hier soir que l'opération se poursuivra même après l'atteinte de cet objectif des tunnels, tant que le calme, je cite, ne sera pas restauré pour les citoyens israéliens. Et à Gaza, une vingtaine de cibles a été frappée par Israël ces dernières heures. De sources palestiniennes ont fait état de près de 20 morts, ce qui porte le bilan total à plus de 1700 morts depuis le début de l'opération. Le Hamas poursuit dans le même temps à tirer sur Israël 86 missiles dans la journée d'hier sur l'ensemble du pays. Les alertes ont retenti également ce matin dans le sud du pays. Enfin, sur le front diplomatique, à noter qu'une délégation palestinienne est attendue aujourd'hui au Caire pour discuter d'une sortie de crise. Israël a annoncé pour sa part que pour l'heure, elle n'enverrait aucune délégation dans la capitale égyptienne. Je vous rappelle que le gouvernement israélien a décidé vendredi de ne plus négocier avec le Hamas, mais au contraire de décider seul quand et comment arrêter l'offensive. Israël a donc changé de cap. Il décidera seul comment et quand il suspendra son opération à Gaza, sans négociation aucune avec le Hamas. Et si Israël se montre si ferme, c'est aussi parce qu'il s'est vu conforté par son allié
Barack Obama a fait des déclarations vendredi soir qu'Israël attendait depuis longtemps. Alors c'est un volte-face américain, on l'a dit, que Jérusalem attendait depuis près d'un mois. On va en parler avec vous, Emmanuel Laval, vous êtes encore toujours avec nous. Et Denis Charbit, merci de nous avoir rejoints, professeur de sciences politiques à l'université ouverte. Alors on le rappelle, Obama donne une conférence de presse vendredi soir. Dans une réponse non écrite, il fait porter l'entière responsabilité de la rupture du cessez-le-feu et de cette nouvelle escalade au Hamas. Concrètement, ça veut dire quoi? C'est un feu vert américain total à Israël pour faire ce qu'il entend à Gaza? Disons que ça permet de rétablir un petit peu plus une façade en tout cas de compréhension mutuelle, l'expression de cette alliance stratégique entre Israël et les États-Unis. C'est vrai qu'on a assisté, d'une certaine manière, on boucle la boucle. Ça a bien commencé, je parle sur le plan des relations bilatérales, ça a très bien commencé. Puis ensuite, il y a eu énormément de cafouillage, de confusion dont nous avons été les témoins pratiquement au jour le jour. Et là, c'est vrai, je dirais, malheureusement, mais c'est souvent comme ça, à la faveur, entre guillemets, de ce qu'on a pris, de l'enlèvement de Hadar Goldin. Du coup, ça a permis, après donc le cessez-le-feu, ça a permis, je dirais, de rétablir une certaine logique. Les bons sont les bons, les méchants c'est les méchants. Une position etc. traditionnelle. Voilà, quoi, on est revenu à une position traditionnelle. Et ça permet, d'une certaine manière, de terminer l'opération sur le plan diplomatique, dans les relations, encore une fois, bilatérales, d'une manière, je dirais, presque inespérée par rapport au goût, je dirais, doux amer que ça aurait laissé s'il n'y avait pas eu, effectivement, cet enchaînement d'événements qui a permis cette modification, je dirais, de dernière minute. Voilà, et on le voit dans les mots de Binyamin Netanyahou qui a donné, lui, une conférence hier soir. Il s'est donc vu conforté, comme il l'attendait, par son allié américain. Je vous propose d'écouter Binyamin Netanyahou pour comprendre le ton qu'il donne aux événements à suivre. Depuis le début de l'opération, nous avons promis de ramener le calme au sud du pays et nous continuerons jusqu'à ce que cet objectif soit atteint. Ça prendra le temps qu'il faut. Nous mettrons la force qu'il faut. Le soutien important des États-Unis et de l'Europe dans le besoin de démilitariser les organisations terroristes. Ce soutien est un acquis important de l'État d'Israël. Il soutient nos revendications de lier la reconstruction de la bande de Gaza avec le désarmement en roquettes et en tunnels. Un mot de ce désarmement, le mot que Binyamin Netanyahou a à la bouche depuis un mois, est-ce qu'il va se faire avec la coopération des États-Unis? La question du désarmement de la bande de Gaza, c'est que bien entendu que le désarmement est souhaitable, mais la grande question de millions de dollars, c'est comment est-ce qu'on assure un tel désarmement. Et on a des précédents dans la région, pas seulement dans la région, qu'il s'agisse du Liban Sud, qu'il s'agisse également même des forces américaines en Irak. On a vu comment elles ont résisté à l'État islamiste du Levant. On a vu également, je rappelle que les accords d'Oslo interdisaient les armes par l'autorité palestinienne, aussi bien à Gaza qu'en Judée-Samarie. On a vu à quel point ces accords ont été respectés. Donc un désarmement en théorie est souhaitable. En pratique, qui l'assurera? Les forces de l'OLP qui ont été renversées par le Hamas en 2007, les casques bleus, la Légion étrangère française. Autrement dit, qui va assurer le désarmement de la bande de Gaza? On parle d'acteurs régionaux comme un acquis stratégique qu'Israël attendait depuis longtemps et une coopération assez inédite. On pense à qui? On pense à l'Égypte d'abord, qui s'est révélé, je dirais, l'allié peut-être le plus fidèle, et sans les couacs qu'on a pu voir avec les États-Unis. La grande question, effectivement, c'est est-ce que l'attitude qui a été appréciée, il faut le dire, en tout cas entre les lignes, par le gouvernement israélien et par le cabinet, l'attitude, je parle bien sûr du président de l'autorité palestinienne Mahmoud Abbas, est-ce qu'elle va avoir des suites? Je crois que c'est ça, en fait, la question, je dirais, diplomatique importante. C'est est-ce que on va jouer le grand chelem, la grande partie, qui effectivement n'est pas acquise d'avance, c'est-à-dire démilitarisation,
ouverture du blocus et réintroduction du Fatah, non seulement dans la bande de Gaza, mais dans la négociation sur la Cisjordanie. Il est évident que tout ça c'est lié. Pendant des années, Israël a pensé qu'on pouvait dissocier les deux problèmes, à la faveur bien sûr du coup de force, ce qui laissait entendre que d'un côté on a la bande de Gaza avec le Hamas, on a la Cisjordanie avec Mahmoud Abbas. La question c'est est-ce qu'on joue ce jeu-là? Est-ce que ce qui pourrait donner finalement une optique et une perspective diplomatique, car je veux dire tout le monde est d'accord aujourd'hui pour... J'espère qu'on a compris aujourd'hui que les opérations militaires peuvent favoriser ou non des solutions diplomatiques, elles ne peuvent pas se substituer à des arrangements sur le terrain. Ou alors on est dans le conflit millénaire et séculaire, etc. Et ce sera pour la prochaine, c'est toujours aussi possible. Et je dirais que l'attitude aujourd'hui de Benjamin Netanyahou permet les deux scénarios. En dissociant l'arrêt des combats, le cessez-le-feu, de l'avancée ou non de la négociation, d'une certaine manière, Israël dit c'est nous qui décidons quand arrêter et on n'est pas dépendant du coup de la lenteur ou de la précipitation des négociations qui auront lieu en Égypte. Et à partir de là, de deux choses l'une. Ou bien on revient exactement là où on en était en 2009 ou en 2012, c'est-à-dire cessez-le-feu unilatéral. En 2012, c'était effectivement avec l'Égypte, mais en gros, on revient sur la ligne internationale en admettant qu'Israël ne va pas tirer parti de la situation pour créer un nouveau couloir, un nouveau corridor de sécurité, comme on l'a fait au sud Liban. Ou bien, on tente cette partie diplomatique qui est inédite, qui n'est pas encore très nette, mais qui n'a jamais apparu plus pertinente qu'auparavant. Je n'ai jamais entendu des députés du Likoud, du foyer juif, parler de Mahmoud Abbas dans des termes qu'ils n'auraient jamais pensé employer auparavant. Alors, soit c'est tactique, et puis là déjà on a entendu Zev Elkin de la Commission de Défense des Affaires étrangères dit non, Mahmoud Abbas, c'est bonnet blanc, blanc bonnet, enfin le même discours qu'on a toujours eu, ou bien on estime que là il y a peut-être quelque chose, une perspective qui s'ouvre, mais en tout cas on est prêt en Israël aux deux scénarios, avec peut-être une plus grande faveur à ce scénario de ce qu'on a déjà bien connu. À ceci près quand même, je termine là, à ceci près que l'opinion publique est dans le désarroi. Elle est d'un côté satisfaite de savoir que on s'en tient là, 64 morts et pas plus. Mais en même temps, une frustration que le travail n'a pas été fini, que les habitants du Sud restent en danger. Et la seule manière de le finir, c'est par une négociation diplomatique de grande envergure. Est-ce que les États-Unis seront là? Pour l'instant, ils regardent ça avec beaucoup de alors justement, sur cette question des États-Unis, je vous donne la parole dans un instant, Emmanuel Navol, mais on retrouve tout de suite Christian Mallard en ligne depuis Paris. Vous êtes notre spécialiste des questions internationales. Alors, toute la suite des événements, bonjour Christian, va évidemment dépendre aussi de cette position américaine, de cette pression qu'elle va peut-être lâcher sur Israël. Alors on a vu, on l'a dit, un repositionnement de Barack Obama en faveur d'Israël ce week-end, mais quand même, est-ce qu'à votre avis, Benjamin Netanyahou ne rêve que d'une seule chose, c'est de retrouver un président républicain à la Maison-Blanche et le plus vite possible? C'est vrai, Barbara, que l'histoire a souvent prouvé qu'il y avait une meilleure entente entre Israël avec un Premier ministre comme Benjamin Netanyahou et un républicain. L'histoire l'a prouvé. Maintenant, c'est vrai qu'il y a ce revirement de Barack Obama qui est intéressant, mais sous la pression du Congrès, du Sénat, de la Chambre des représentants. C'est intéressant parce que jusqu'à présent, c'est vrai que Barack Obama nous a donné vraiment l'impression de faire fausse route et de ne pas comprendre qu'Israël, d'abord, avait le droit à l'autodéfense et qu'Israël ne pouvait pas négocier avec un mouvement terroriste comme le Hamas qui ne cesse de prôner la destruction de l'État d'Israël. Donc s'il n'avait pas compris ça, je pense que c'était quand même assez grave. Aujourd'hui, il y a ce revirement de situation dont vous parlez, qui est intéressant, et qui est même peut-être fondamental, parce qu'il va entraîner la plupart des pays occidentaux à comprendre, une fois pour toutes, qu'il faut remédier à cette situation, et que sans doute, Benjamin Netanyahou a raison de dire il faut démanteler tous les tunnels, il faut qu'Israël puisse retrouver la paix, l'équilibre, la sérénité, la stabilité. La démilitarisation, bien entendu, ça serait l'idéal, mais elle sera sans doute difficile à mettre en place parce qu'on ne voit pas le Hamas accepter d'être complètement démilitarisé. Mais aujourd'hui, Obama doit aussi comprendre que l'Égypte
va jouer de tout son poids avec le retour des militaires. Le maréchal al-Sisi a prouvé qu'il était aujourd'hui, qu'il pouvait prendre en étau avec Israël le Hamas. Et c'est vrai que le Hamas n'est pas l'ami de al-Sisi, ça l'était celui des frères musulmans. Et pendant un an, c'est vrai que le Hamas a profité de la présence des frères musulmans au pouvoir pour continuer sa politique de construction de tunnels. Aujourd'hui, ces choses changent. Et je pense que c'est maintenant, on est à un carrefour crucial. Et on ne peut pas attendre éternellement et se dire on va faire un cessez-le-feu unilatéral, parce qu'on ne peut pas faire confiance à des terroristes qui sont là comme le Hamas. Alors, je voudrais, Christian Mallard, qu'on revienne sur cette bataille diplomatique qu'Israël mène, tambour battant depuis un mois. On l'a dit, ce soutien américain est venu renforcer les positions américaines. La question est de savoir pour combien de temps et sur le long terme également, si les négociations israélo-palestiniennes n'avancent pas. Je voudrais juste citer la une du très sérieux économiste ce week-end. Israël a gagné la bataille, mais a perdu la guerre internationale, la guerre diplomatique. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette analyse? C'est-à-dire qu'on met toujours Israël dans une fâcheuse position en disant regardez, et on l'entend encore en France, on le voit dans les manifestations, les gens disent Israël tue des pauvres enfants. Simplement, il faut que les gens quand même commencent à comprendre, même moi qui même été critique d'Israël dans le passé, aujourd'hui je vois bien quand même qu'il y a quand même un problème qu'il faut régler avec honnêteté intellectuelle, c'est que le Hamas, aujourd'hui, on le voit bien, prend en otage et prend les Palestiniens en otage avec en fond des boucliers humains, on l'a dit et redit, et c'est la vérité. Et il y a un moment donné, même si Israël prend toutes les précautions pour éviter des victimes collatérales, malheureusement, c'est une guerre. Et il y a des victimes collatérales des deux côtés, c'est évident. Donc, il y a cette image, en effet, mais elle s'améliore petit à petit parce que les gens commencent à comprendre la réalité des choses sur le terrain. Ça prendra du temps encore, ce n'est pas simple, mais pourtant, ça chemine. Merci beaucoup, Christian Mallard, d'avoir répondu à nos questions ce matin. Alors, encore un mot sur l'attitude des Américains. Ils ont vu rouge après que le Hamas ait rompu ce cessez-le-feu. Est-ce que, Washington a senti peut-être que le Hamas lui crachait au visage. Est-ce que, plus qu'une réaction de soutien à Israël, ce n'est pas une réaction contre le Hamas? Pas seulement le Hamas, également le Qatar, puisque le Qatar a joué l'intermédiaire. Avait promis que le Hamas allait tenir ses fusils. Je vous rappelle que la semaine dernière exactement, lorsque nous parlions, c'était dimanche ou lundi, après la tentative avortée de John Kerry, de négocier un cessez-le-feu, non pas avec les pompiers, mais avec les pyromanes, nous avions vu le résultat. Et nous avions vu les réactions inattendues, même d'un journal comme Haaretz, qui avait écrit des articles extrêmement violents contre John Kerry. Et les États-Unis semblaient penser que, par l'intermédiaire du Qatar et de la Turquie, il allait être possible de faire pression sur le Hamas. Ils ont compris eux-mêmes le résultat. Donc je crois qu'ils ont compris. Évidemment, nous avions déjà compris avant eux. Simplement, lorsque, j'en ai parlé tout à l'heure, lorsque le Hamas nous ment à nous, les États-Unis l'acceptent. Lorsqu'ils mentent aux États-Unis, c'est une autre histoire. Et comme j'ai dit tout à l'heure, ça rappelle un peu l'affaire du Karen A entre George Bush et Arafat. Une fois qu'ils mentent aux États-Unis, là, c'est une autre histoire. Les États-Unis, aujourd'hui, comprennent ce que nous comprenons depuis longtemps, c'est que le Hamas ment et qu'on ne peut pas négocier un cessez-le-feu avec une organisation qui, à peine le cessez-le-feu est-il conclu, qu'il commence à reprendre les combats. Donc, il y a là un réveil, je dirais, de la part de l'administration Obama, en particulier après ces tentatives d'arriver à un cessez-le-feu par l'intermédiaire, non pas comme je l'ai dit, des pompiers, mais des pyromanes. Cette rationalisation dans leur politique est la bienvenue, mais maintenant la question qui se pose est de savoir what's next. Maintenant, quelles sont les perspectives dans le futur? Quel va être le futur de la bande de Gaza? Parce que n'oubliez pas que lors du cessez-le-feu de 2012, l'Égypte était encore contrôlée par les frères musulmans. Aujourd'hui, c'est Al-Sisi. Est-ce que les États-Unis ont vraiment tiré la conclusion de leurs erreurs de ces dernières semaines et vont-ils maintenant pousser une solution diplomatique par l'intermédiaire de Al-Sisi et d'Israël et pas de remettre encore en jeu le Qatar, etc. Benjamin Netanyahou a essayé peut-être de remettre dans le rang les Américains. La presse israélienne rapporte ce week-end une conversation houleuse entre le Premier ministre et l'ambassadeur américain en Israël, Dan Shapiro. Son message aux Américains est le suivant: arrêtez de douter de moi, je vous informerai de la suite des événements face au Hamas. En clair, ça veut dire quoi? Vous avez assez semé la pagaille, rentrez dans le rang?
Oui, je crois qu'il y a un vrai problème de crédibilité de Benjamin Netanyahou auprès de l'administration américaine. Les attaques contre John Kerry, les attaques indirectes ou directes contre Obama, ce sentiment, à tort ou à raison d'ailleurs, de s'immiscer dans la vie politique américaine en souhaitant, comme vous l'avez posé vous-même comme question, on souhaite déjà qu'il y ait un candidat républicain à la Maison-Blanche. Et ceci, alors là, je reviens un peu sur les propos qui ont été dits tout à l'heure, mais on se trompe. C'est les démocrates qui ont toujours été plutôt pro-israéliens que les républicains. C'est en 1956 qu'Eisenhower a il y a 50 ans peut-être. Non. Ça a changé depuis. Non. Alors ça commence en 56 avec le retrait du Sinaï. C'est Ronald Reagan qui arrête l'opération militaire au Liban en août 1982. Et c'est George Bush qui, par la voix de James Baker, qui dit à Yitzhak Shamir en 1988, dès que vous serez sérieux, vous m'appelez. On n'a jamais vu Clinton faire ça. On n'a jamais vu Obama faire ça. Donc de ce point de vue-là, il y a une sorte de mythe. C'est un peu ce qu'on a entendu quand même après l'échec des négociations cette fois-ci. Hein. Non, on leur a dit on va vous laisser mariner de votre jus, et c'est ce qui s'est passé. Voilà. Et c'est ce qui s'est passé. Parce qu'il faut bien comprendre le Moyen-Orient de deux choses l'une. Ou c'est l'option diplomatique ou c'est l'option militaire. Okay. Quand l'option diplomatique parvient à l'échec, alors on pense qu'on va pouvoir tenir un statu quo comme ça indéfiniment. Et bien voilà, l'option militaire redevient crédible, elle redevient palpable et elle se présente devant nous. Alors encore une fois, on peut revenir au statu quo. Est-ce que les Américains ne seront pas tentés de revenir à cet isolationnisme-là en disant véritablement le Moyen-Orient, on n'y comprend rien ou pas grand-chose et donc on continue de les laisser finalement? C'est une option. Ou bien on essaye, encore une fois, à la faveur de je dirais presque de ce renversement d'alliance, ou en tout cas de cette modification dans la lecture traditionnelle qu'on avait des acteurs de la région. Est-ce qu'on transforme l'essai, en gros? Ou est-ce qu'on se dit, on va faire de Sisi et de Mahmoud Abbas des valets d'Israël? Si c'est pour en faire des valets d'Israël, ça ne tiendra pas la route. Si c'est pour essayer de se reconsidérer comme des partenaires dans lesquels chacun devra payer un prix, alors là, il y a peut-être une nouvelle perspective. Les démocrates pensent quoi de l'administration Binyamin Netanyahou? Pensent quoi des alliés régionaux de Binyamin Netanyahou que sont l'Égypte et l'autorité palestinienne? Je ne sais pas si l'autorité palestinienne et l'Égypte sont des alliés régionaux de Benjamin Netanyahou. Je pense que, vous savez, on venait de parler également de la différence entre les démocrates et les républicains. Personnellement, je suis d'avis que les relations internationales ne sont pas gérées par les sentiments mais par les intérêts. C'est vrai également au Proche-Orient. Les États-Unis ne se sont pas gênés, en particulier les démocrates, de s'immiscer également dans la politique israélienne pour favoriser les travaillistes aux dépens des premiers ministres du Likoud. Donc c'est mutuel. C'est mutuel. Bill Clinton l'a fait, Barack Obama l'a fait. C'est mutuel, ça ne vient pas uniquement du côté israélien. Mais en ce qui concerne les intérêts dans la région, je parle d'intérêts. Il y a certains intérêts communs, oui, entre des pays qui sont parfois ennemis, mais qui ont des intérêts communs. Ce n'est pas noir ou blanc. Aujourd'hui, il y a effectivement du côté de Al-Sisi cette animosité qu'il a vis-à-vis du Hamas. C'est lui qui a fait tomber le régime de Mohamed Morsi et qui aujourd'hui lutte contre le Hamas. Sur ce plan-là, il y a un intérêt commun entre l'Égypte, en tout cas le régime actuel en Égypte, et Israël. En ce qui concerne l'autorité palestinienne, il ne faut pas non plus, encore une fois, tomber dans la simplicité et dire on est passé dans une nouvelle phase historique où tout le monde, on est en Europe de l'Ouest, tout le monde a les mêmes intérêts contre le Hamas, etc. C'est plus compliqué que cela. En ce qui concerne l'autorité palestinienne, je vous rappelle qu'il y a 2 ou 3 mois, Mahmoud Abbas a signé un accord avec le Hamas. On a déjà oublié, c'était très, très récemment, n'est-ce pas? Et après l'échec des négociations. Après l'échec des négociations, dans lequel il n'a absolument aucune responsabilité. Bien sûr qu'il a une responsabilité dans l'échec de ces négociations. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que dire il vaut mieux une solution politique, diplomatique. Oui, comme je dis, il vaut mieux que la bande de Gaza soit démilitarisée. C'est facile à dire. Le dire, c'est facile. Vous n'y croyez pas. On l'a bien compris. Je vous laisse le droit de réponse dans un instant, mais je me tourne tout de suite vers Mathias Inbar à la frontière entre Israël et la bande de Gaza pour bien comprendre sur le terrain ce qui se joue ces dernières heures. Mathias, on parle d'un repositionnement de la stratégie militaire israélienne. Concrètement, ça se traduit comment?
Bien écoutez, nous avons justement voulu comprendre ce qui se passait sur le terrain, Barbara. Et juste derrière moi, nous sommes plus exactement dans le sud de la bande de Gaza. Nous étions dans le nord il y a quelques instants, quelques minutes avec vous. Et bien là, derrière moi, se positionnaient des dizaines et des dizaines de blindés. Ces blindés se sont repositionnés quelques kilomètres en retrait. Pourquoi? Eh bien parce que ces derniers étaient à distance de tir de buts de mortier qui sont d'une distance de 1,5 à 3 km. C'est exactement ce qui s'est passé. D'ailleurs, vous m'avez posé à plusieurs reprises la question de savoir comment les soldats pouvaient se trouver à distance de tir d'obus de mortier, parce qu'ils étaient justement positionnés le long de la frontière. Et justement, c'est ce qu'a décidé hier Benyamin Netanyahou, c'est qu'il y a des opérations spéciales à l'intérieur de la bande de Gaza. En revanche, eh bien, une bonne partie des troupes s'est reculée et il l'a bien dit en conférence de presse, chaque vie de soldat m'importe et donc je veux éviter un maximum qu'il y ait des pertes de vie, ce qu'il a qualifié quasiment d'inutile. À savoir qu'il a voulu les reculer et faire en sorte qu'elles soient positionnées en cas de nouveaux attentats, de nouvelles tentatives d'attentats, bien qu'elles puissent immédiatement répliquer au tir. Voilà pourquoi derrière moi, c'est surprenant et c'est étonnamment calme. Il n'y a quasiment aucun blindé, même si les tirs, et on reçoit ici des alertes rouges, on entend surtout des sirènes et des alertes rouges, les tirs continuent, de roquettes continuent vers le sud. Alors justement, Benyamin Netanyahou a prévenu hier, Mathias, qu'Israël continuerait de frapper les tunnels et les missiles si besoin après un retrait des troupes. Concrètement, ça va se traduire comment ? Bien concrètement, vous l'entendez sans doute derrière moi, je ne sais pas si le micro capte le son, il y a des drones au-dessus de ma tête. Il y a également, on entend au loin des avions de F-15 et F-16. Cette nuit, 20 cibles ont été pilonnées par l'armée de l'air israélienne. Derrière moi également, on voit plus ou moins au loin des nuages blancs qui signifient clairement depuis 3 semaines, on voit un petit peu la différence entre des nuages noirs et blancs. Les blancs signifient la destruction de début de tunnels de contrebande et offensifs. Donc concrètement, l'armée qui est positionnée à l'intérieur se base à l'aide de renseignements israéliens et à base de renseignements captés par les terroristes du Hamas qui ont été arrêtés sur l'endroit exact de tunnel. Effectivement, l'armée israélienne continue de pilonner ces lieux et continue de pilonner également des lieux et des infrastructures terroristes du Hamas, par exemple dans des mosquées, des lieux de culte, là où partent des tunnels, où sont stockés éventuellement des explosifs. Merci beaucoup Mathias. Depuis la frontière, alors on l'a dit, Israël en décidant seul de la marche à suivre face au Hamas continue son opération militaire, mais dans le même temps pourrait essayer de trouver une solution diplomatique. On l'a bien compris, vous n'y croyez pas, vous pensez que c'est la seule solution, mais concrètement une solution diplomatique avec qui, pour faire quoi face au Hamas? Je pense que... Comment dirais-je, le problème d'Israël aujourd'hui, c'est qu'il n'a qu'une grande tactique ou une mini-stratégie de courte portée. On fait une guerre, on n'en fait pas vraiment une, on ne va pas jusqu'au bout, en tout cas on ne répond pas au désir de l'opinion qui, elle, était faveur à une opération de très grande envergure. Quand on fait la paix, on ne la fait pas vraiment, je veux dire, ça s'arrête toujours, et bien sûr que les responsabilités sont partagées, mais le fait est qu'on est, je dirais, comme une sorte d'investisseur qui ne voit jamais à long terme. C'est un manque de vision ou c'est un manque de volonté politique d'y arriver? C'est un manque de vision, c'est des échéances électorales, c'est la crainte de prendre une bonne fois pour toutes une décision et de s'y tenir. On ne s'y tient pas. Tout le monde était convaincu que ça allait être une opération de grande envergure. Elle ne l'est pas. On arrête unilatéralement, comme on l'a fait au moment de plomb durci. Et là, je parle en termes d'options. Alors après, sur le terrain, c'est difficile. Je vais vous dire, une guerre, on est toujours prêt à la faire. La paix, on y va toujours à reculons. Et ça, il faut bien, une bonne fois pour toutes, décider... Une paix avec le Hamas, vous y croyez? Non, avec le Hamas, il ne s'agit pas d'une paix avec le Hamas, pas du tout. Non, avec le Hamas, le seul moyen, enfin la seule chose qu'on peut effectivement envisager, ce qui a été envisagé d'ailleurs par Shaul Mofaz, c'est l'idée de les maintenir au pouvoir, tout en réintroduisant Mahmoud Abbas et en essayant de
comment dirais-je, de trouver un début de solution concernant la Cisjordanie. Vous imaginez, je pose une hypothèse, vous imaginez s'il y avait eu un accord cadre au mois d'avril dernier, dans quelles conditions Israël aurait pu mener cette opération, outre la légitime défense avec laquelle, effectivement, elle a commencé cette opération. On aurait dit, bon, au moins, il y a une cohérence. Israël montre bien que face à l'option diplomatique, elle répond favorablement. Elle se retrouve avec une option militaire. Jusqu'à quelle date? Alors, le mot de la fin pour Emmanuel Navon. Vous pensez aussi que si Israël avait plus fait avancer les négociations de paix, il aurait été dans une situation différente aujourd'hui? Non, je ne pense pas. Je pense qu'Israël a négocié en bonne foi avec Mahmoud Abbas, qu'il a rejeté toutes les offres de compromis de John Kerry, en particulier à cause du droit de retour, ce qui n'est pas nouveau, ils sont consistants là-dessus. Et ça revient sur le modèle de 2008, lorsque Abbas a rejeté l'offre de Ehud Olmert, et que dans les dernières négociations, il a même refusé de la question même de reconnaître Israël comme État-nation du peuple juif à cause du droit au retour. Donc il y a là une politique consistante de la part de Mahmoud Abbas de rejeter tout accord avec Israël. Et je reviens juste rapidement sur ce que vous avez dit, l'article de The Economist. L'article de The Economist ne dit pas exactement Israël a gagné la bataille et perdu la guerre. Il a parlé de winning the battle, losing the war, et dit à la fin du compte, oui, Israël est le success story du Proche-Orient, on ne peut pas le nier. En face de lui, il le dit clairement, des ennemis cruels comme le Hamas, etc. Mais au bout du compte, Israël ne peut pas maintenir le statu quo. Or, l'histoire prouve le contraire. Le statu quo dure depuis plus de 60 ans. Il continue d'être à l'avantage d'Israël. Donc la conclusion est différente. C'est un débat qui fait rage sur le plateau, mais en Israël depuis de nombreuses années. Pas certain que ce nouveau cycle change réellement les choses. Merci à Emmanuel Navon d'avoir été avec nous. Denis Charbit, on se retrouve dans quelques minutes. If they are serious about trying to resolve this situation, that soldier needs to be unconditionally released as soon as possible. نوجه نداء بإيقاف إطلاق النيران وإنهاء العنف وقتل والدماء اللي بتسقط في غزة. Merci d'avoir choisi avec 24 News pour vous informer ce matin. Merci de votre fidélité au Morning. Alors on ne cesse de penser à une solution à long terme une fois que ce conflit sera terminé. Comment changer cette réalité pour de bon? Comment stopper ces cycles à répétition qui pourrissent la vie des civils, que ce soit à Gaza ou en Israël? On en a parlé avec vous, Denis Charbit. Vous êtes encore toujours avec nous, professeur de sciences politiques à l'Université ouverte. Et bonjour à Dan Katarivas, économiste, président des relations internationales de l'Union des industriels israéliens. Alors comment changer cette réalité? On ne cesse de parler dans ce contexte de la reconstruction de la bande de Gaza comme une partie de cette solution pour mettre fin à ces cycles de violence. Vous y croyez? Il faut y croire. La seule manière de pouvoir essayer de sortir et de recommencer ou de, je dirais, redéfinir la relation entre Israël et la bande de Gaza, et même pour les habitants même de Gaza, c'est de trouver une autre avenue que le terrorisme, que de construire des tunnels, et c'est de construire des choses qui sont productives, de créer, je dirais, une vraie économie qui ne soit pas une économie à la charge, ou je dirais au service du terrorisme, mais une économie qui soit au service des gens, des habitants de Gaza. Et ça, c'est possible. La reconstruction après des conflits est une chose que malheureusement on connaît dans le monde entier. Il y a plusieurs exemples d'endroits qui ont été complètement dévastés et qui ont réussi à se reconstruire. Je pense qu'effectivement le grand défi pour tout le monde, pas seulement pour Israël, pour les Palestiniens
tout d'abord pour l'Égypte, qui est également impliquée dans ça, et pour le reste du monde qui veut aider justement à stabiliser la situation, c'est de trouver le bon moyen à remettre, je dirais, Gaza dans le droit chemin. Et c'est tout à fait, d'abord il y a la question de la reconstruction physique des infrastructures, de construire des infrastructures, une fois de plus, pas des tunnels, mais des maisons, des écoles, des usines pour créer de l'emploi, pour donner un espoir aux habitants de Gaza et pour redéfinir, je dirais, toute l'économie de Gaza sur, je dirais, une ouverture vers le monde, renouer le lien avec Israël, pourquoi pas. Dans le passé, il y avait des zones industrielles communes entre Israël et la bande de Gaza, où des entrepreneurs israéliens et palestiniens travaillaient ensemble et produisaient ensemble pour le bien-être et des habitants de Gaza et pour les Israéliens. C'est renouer la relation entre Gaza et la Cisjordanie, où là aussi il y a des liens et de famille et des liens économiques. Il y a d'ailleurs des réfugiés palestiniens qui ont fui la bande de Gaza lors, je dirais, du coup d'État du Hamas, qui sont réfugiés en Cisjordanie, qui sont des hommes d'affaires qui ont des biens encore à Gaza et qui ont certainement envie de, je dirais, de recommencer leur vie à Gaza dans un autre climat. Et il y a évidemment l'Égypte également, qui a une frontière commune avec Gaza et qui, il est vrai que pendant un certain temps, c'était surtout une économie de tunnels où on faisait de la contrebande d'armes et d'autres produits. Il faut maintenant instaurer un vrai régime, je dirais, sur le terrain entre l'Égypte et la bande de Gaza. Alors, un mot sur la responsabilité d'Israël quand même dans cette situation. Est-ce qu'un État démocratique, aux valeurs éthiques qu'il se dit fortes, peut se permettre de laisser près de 2 millions de Palestiniens dans une crise humanitaire ? Non, bien évidemment qu'Israël a sa part de responsabilité, non seulement sur un plan strictement éthique et moral, etc., mais d'abord sur le plan politique. Si dans ses marges ça ne va pas et ça dégénère, elle en subira très vite le contre-coup. Moi, mon sentiment, j'ai toujours adhéré à la formule consistant à dire que l'économie est second, pas secondaire. J'ai envie de la renverser, c'est-à-dire, ok, c'est pas secondaire l'économie, mais ça reste second, ça peut pas être primaire, ça peut pas être le premier objectif. On n'est pas à l'Union européenne, c'est pas l'Union européenne après la Seconde Guerre mondiale. Comment on va rétablir une union politique entre tous ces États? On va commencer par l'économique et on arrivera aux politiques. Là, non, ça ne marchera jamais comme ça. Il faut pour cela qu'un dossier solide de reconstruction économique passe par une ouverture, une percée politique. Mais même pour en rester au strict domaine économique, il ne peut pas y avoir de reconstruction économique s'il n'y a pas levée du blocus. Voilà, or, pour qu'il y ait levée du blocus, il faut bien entendu qu'Israël puisse être absolument sûr que, justement, ce n'est pas de nouveau la contrebande pour alimenter les tunnels, le terrorisme, etc. Donc, ça demande, bien sûr, des décisions politiques. Et en ce sens, l'économie, avec toute l'autonomie dont elle dispose, et je suis le premier à le reconnaître, mais elle reste ici subordonnée à pour que ce soit tangible, pour que ce soit réel, pour que ça dure, il faut que ce soit lié, je dirais, à une opération de grande envergure diplomatique qui concerne bien sûr la Cisjordanie et pas uniquement la bande de Gaza, mais la réintroduction, le retour de Mahmoud Abbas. C'est très difficile, c'est pas évident, mais on peut. En tout cas, pour le moment, pour cette levée du blocus ou l'allègement de ces conditions qu'exige le Hamas et que veulent à juste titre les Gazaouis, sans doute Israël rejette la balle dans le camp égyptien en se disant voilà, c'est un problème égyptien, c'est un problème que devra gérer l'autorité palestinienne et pour l'heure, ce n'est pas notre problème. Est-ce qu'Israël fait fausse route? Je ne pense pas. C'est-à-dire, vous savez, il y a des déclarations de tous les côtés. Je pense qu'Israël est tout à fait conscient du fait qu'on ne peut pas avoir à côté de nous un pays ou une région qui soit avec une crise humanitaire, puisque finalement la proximité étant telle que ça peut déborder. Je parle même par exemple au niveau purement de l'intérêt israélien. Si des épidémies malheureusement se déclarent à Gaza, vous savez, les bactéries n'ont pas de frontières. Il faut faire très attention. Donc c'est notre intérêt à ce que le plus rapidement possible, on restaure une situation viable à Gaza, parce qu'autrement ça peut effectivement déborder. Et
le fait d'avoir à côté de nous 2 millions de personnes qui vivent dans la misère la plus absolue, non plus, ce n'est pas, je dirais, la meilleure formule pour essayer de construire ensemble un avenir meilleur. Donc c'est l'intérêt primordial, à mon avis, d'Israël, certainement également des habitants israéliens, d'avoir à côté d'eux des voisins qui ne soient pas dans la misère et au contraire qui veulent essayer de collaborer, coopérer et construire avec eux un meilleur avenir. Question juste très, très concrète, qui devrait jouer les sponsors à Gaza? Quel acteur? Écoutez, tout d'abord, comme l'a dit mon collègue, il est question d'avoir une solution politique. Qui va être le souverain à Gaza? Est-ce que ça va être l'autorité palestinienne? Est-ce qu'il va y avoir des forces internationales? Est-ce que ça va être l'Égypte? Est-ce que peut-être dans une partie ça va être Israël? C'est une question politique. Mais il est certain que l'économie a un rôle très important à jouer. Mais d'abord, il faut démilitariser probablement ou créer une situation où la bande de Gaza ne sert plus de base d'attaque contre la population civile israélienne. Quand cet objectif sera atteint, à ce moment-là, on peut parler de reconstruction. Maintenant, qui est responsable? Si la communauté internationale veut se mobiliser, pourquoi pas? Si l'argent arabe, les Qataris veulent envoyer leur argent, non pas pour construire des tunnels, mais pour construire ce qu'eux ont réussi à construire à Doha, pourquoi pas? Si le reste des pays du Golfe veulent se mobiliser, je pense que l'argent du côté arabe ne manque pas. Il faudra donc savoir comment dépenser cet argent, comment s'en servir. Si comment le contrôler aussi. Le contrôler, tout à fait. Si les Européens, et il y a ce qu'on appelle les pays donateurs et des conférences de pays donateurs, etc., c'est des choses qui existent, il y a des mécanismes qui existent, il faut renforcer certainement les mécanismes qui vont contrôler l'argent qui va arriver à Gaza, pour que cet argent serve effectivement à reconstruire une économie réelle et non pas à financer des groupes de terrorisme. Et là, les Européens, les Américains, que ce soit une fois plus la Banque mondiale, les organismes internationaux, ils n'en manquent pas. Mais ce qu'il faut, c'est effectivement bien faire attention que cet argent soit productif et ne soit pas, une fois de plus, de l'argent pour réarmer les terroristes là-bas. Alors, vous l'avez dit, en Israël, on continue de faire la distinction entre sa guerre contre le Hamas et puis, d'autre part, la négociation avec les Palestiniens. Pour vous, ce sont deux dossiers absolument liés. Le problème, ce n'est pas le Hamas, le problème, c'est la racine du conflit israélo-palestinien? Je pense qu'aujourd'hui, très clairement, plus que jamais, on comprend que le peuple palestinien est divisé en deux. Il y a ceux qui, je parle des organisations politiques, je ne parle pas du peuple, il y a les organisations qui pensent que le seul moyen de faire plier Israël, c'est la lutte armée. Et là, c'est un échec. Et c'est très important, d'une certaine manière, de prouver l'échec de cette lutte armée. Mais le meilleur moyen de le prouver, c'est de faire renaître la solution politique. Sans solution politique, il n'y aura strictement rien. Ce serait même malhonnête. Je veux dire, je pense personnellement que le défaut dans la situation israélienne aujourd'hui, c'est qu'elle dit non à une solution politique. Okay. En tout cas, elle ne convole pas pour faire en sorte qu'elle arrive à son terme. À cause d'une méfiance au président palestinien? Oui, parce que quand là, actuellement, semble-t-il, on pense que Mahmoud Abbas a joué un rôle plus constructif que dans le passé, mais il y a quelques semaines encore, on déclarait qu'il était que lui et le Hamas c'est bonnet blanc blanc bonnet, qu'ils sont deux mèches, que l'un c'est le bouclier, l'autre c'est l'épée. Il faut choisir. Mais on ne peut pas, on aura forcément une lutte armée avec une légitimité intérieure palestinienne, voire même au-delà, si on ne donne pas à la solution politique une réalité, quelque chose de concret. Et je pense que tant qu'on n'a pas fait ce choix, nous, les Israéliens, on se retrouvera dans cette sorte, je dirais, d'apathie, d'inertie et de désarroi consistant à dire, bon, ben, on n'est pas allé jusqu'au bout, on reviendra, une sorte de fatalité. Ne l'a pas fait, ce choix politique, encore. Elle ne l'a pas fait, elle est dans une situation où elle peut le faire encore. Au moins, ne serait-ce que si aujourd'hui la position de l'opinion publique israélienne, qui était favorable à une sorte d'entrée massive dans la bande de Gaza, reconvertit cette demande de quelque chose qui soit définitif du côté d'une solution politique. Est-ce que vous êtes d'accord avec Sadan Katarivas quand on voit ces millions de dollars investis dans l'industrie de la mort, ce que fait le Hamas depuis des années? Est-ce qu'on peut se dire qu'Israël y est pour quelque chose finalement et une mauvaise lecture des événements? Écoutez,
je ne pense pas qu'on est sur quelque chose où que Israël est responsable du fait qu'il y a des groupes terroristes qui veulent la destruction d'Israël et qui essayent de se doter de tous les moyens possibles et imaginables pour faire la lutte militaire et détruire Israël. La charte du Hamas est bien claire. Dans la charte du Hamas, il n'y a pas le droit à l'existence de l'État d'Israël. Je ne vois pas en quoi nous sommes, si peut-être en existant et ayant notre État, c'est comme ça que nous contribuons au fait que nous sommes responsables du fait que le Hamas veut nous détruire. Mais mettons ça à part, je ne pense pas qu'on a une responsabilité dans le fait que nos ennemis veulent notre destruction. Okay, maintenant, comment on peut arriver à négocier avec les gens qui sont prêts à négocier, qui sont prêts à trouver une coexistence. Là, je pense qu'il y a d'autres exemples. Avec l'Égypte, par exemple, nous avons une coopération économique, nous avons une paix qui dure depuis plus de 30 ans. Avec une coopération économique, on n'en parle pas dans les journaux, parce que peut-être que, justement, on ne veut pas trop de publicité. On a la paix avec la Jordanie, et là aussi, on a une coopération. C'est une question d'interlocuteur, finalement. Je pense qu'effectivement, et avec les Palestiniens, d'ailleurs, que ce soit en Cisjordanie, il y a des échanges commerciaux, il y a un dialogue, mais c'est vrai qu'il faut essayer de reconstruire un climat de confiance. C'est très difficile, c'est certain, mais je pense que, et du côté israélien et du côté palestinien, la grande majorité des gens veulent finalement avoir une vie paisible, pouvoir aller tous les matins travailler, envoyer leurs enfants à l'école et avoir un avenir qui garantit un bien-être pour tout le monde. Voilà, c'est ce que souhaitent peut-être les populations. En attendant, les tirs se sont poursuivis également ce matin sur le sud d'Israël. On retrouve tout de suite Elsa Mourg dans la ville d'Ashkelon. Vous êtes à l'hôpital Barzilai. Quelle est la situation dans le sud du pays? Les alertes ont retenti ce matin. Oui, exactement, les alertes ont retenti ce matin. On a pu voir, pas trop loin d'ici, une interception par d'hommes de fer. Alors, je suis actuellement à l'hôpital Barzilai. Barzilai, vous savez, qui est cet hôpital qui s'est transformé au cours de quelques dernières semaines, puisqu'il accueille désormais beaucoup de soldats blessés, de soldats israéliens. Tout le week-end, des dizaines de soldats ont été transportés ici pour se faire soigner, pour recevoir les premiers soins. Rien que dans la journée d'hier, 16 soldats ont été admis à l'hôpital. La nuit a été par contre plutôt calme, la matinée aussi, mais il faut dire qu'actuellement 32 soldats se trouvent à l'intérieur de l'hôpital et sont en train de se faire soigner. Un de ces soldats est dans un état grave, un état critique, et son diagnostic vital est engagé. 5 à 6 soldats sont également dans un état grave, et comme je vous le disais, donc des dizaines de soldats qui arrivent, et c'est aussi la population qui vient ici pour leur porter assistance, pour venir leur offrir des cadeaux, de la nourriture, et nous avons vu défiler comme ça plusieurs personnes ce matin, des bras chargés de présents pour les soldats. Merci beaucoup Elsa Mourg. Voilà, on parlait il y a un instant d'une solution politique qui passerait également par une solution économique. En attendant, ce mois de conflit a eu un impact très sérieux également, un impact économique sur Israël. On parle d'un coût de l'opération après un mois de combat de 6 milliards de shekels, en plus du coût de l'opération militaire stricto sensu. Dans ce contexte, coup de projecteur sur les start-up avec des équipes souvent très jeunes. Elles sont également touchées par le recours massif de Tsahal aux soldats réservistes, mais vous allez le voir, elles se sont adaptées en un temps record, les start-up en système D. C'est un sujet signé Fleur Citruc et Anton Eliasme. La start-up Shop & Flight n'a pas encore soufflé ses 2 premières bougies, mais espère déjà jouer dans la cour des grands. Cette entreprise qui propose aux voyageurs un comparateur de prix des produits dans plus de 80 aéroports dans le monde est en plein développement. Mais depuis le début du conflit, 2 des 6 employés ne peuvent plus venir travailler. L'un d'entre eux est un combattant réserviste. Il a reçu un ordre de mobilisation et a dû partir à Gaza. L'autre habite Ashdod, dans le sud d'Israël, et c'est très dur en ce moment pour elle de venir à Tel Aviv à cause des alertes. Donc nous faisons le maximum pour travailler à distance. Nous compensons en travaillant beaucoup jusqu'à 3-4 heures du matin tous les jours. Comme l'ensemble d'Israël, les startups ont aujourd'hui les yeux rivés au bulletin d'information. L'offensive terrestre, qui dure déjà depuis plus de 3 semaines à Gaza, a un gros impact sur l'économie israélienne. The Time, un fonds d'investissement spécialisé dans le numérique, héberge une quinzaine de startups.
L'économie en Israël est au point mort. Disons qu'il y a une forte baisse au niveau de l'économie locale. Mais la plupart des startups s'adressent à un marché international, donc elles sont moins touchées à ce niveau-là. En revanche, l'impact de la mobilisation des réservistes est très fort sur ces petites structures. Espérons que ce conflit ne dure pas, car au bout du compte, si le directeur de la technologie est absent pour 4-5 mois, il y aura un impact. Pour le moment, ça va, car ce qui est bien dans les startups, c'est que tout le monde sait un peu tout faire. Au-delà des conséquences purement économiques, le conflit joue sur le moral des employés. Ido fait tous les jours l'aller-retour à Tel Aviv depuis Ashkelon, une ville du sud d'Israël visée par des centaines de roquettes depuis le début du conflit. Nous avons 30 secondes pour nous réfugier dans l'escalier. Quand il y a une alerte, on entend régulièrement des explosions. Nous sommes visés en permanence par les roquettes. Ce n'est pas facile. Il y a ici, derrière moi, l'équipe de divertissement chargée de veiller sur mon moral. J'essaie de déconnecter au maximum pour pouvoir travailler. Nous recevons des notifications pour chaque alerte. Comme ça, nous savons ce qui se passe dans le pays. Regardez. Grâce à leur flexibilité, les startups israéliennes maintiennent leur performance dans un marché très concurrentiel. Elles craignent tout de même que le conflit, s'il venait à durer, écorne durablement l'image d'Israël à l'étranger et décourage certains investisseurs. Dan Katarivas, on l'a dit, le coût de cette opération, c'est 6 milliards de shekels, 1,7 milliard de dollars, sans compter les dépenses militaires. Est-ce que l'économie israélienne va supporter ces coûts imprévus ? Écoutez, je pense que malheureusement, on a déjà l'expérience. Et heureusement, on sait très bien que l'économie israélienne, finalement, est une économie qui est très forte et qui est entrée dans ce conflit avec des taux de croissance positifs. Il se peut qu'il y ait un ralentissement sur, je dirais, le taux de croissance, mais les deux dernières expériences qu'on avait eues il y a 1 an et demi et il y a quelques années précédentes, on a très bien vu que finalement, si le conflit ne dure pas trop longtemps, l'économie israélienne sait surmonter je dirais, ces obstacles. Et finalement, l'économie n'est pas un point mort, au contraire. Je dirais l'absentéisme dans les entreprises est presque minime, même dans le Sud. On parle de 85% des ouvriers qui viennent travailler dans les usines. Les ports fonctionnent. On a eu malheureusement cet incident qui a fermé l'aéroport pendant 48 heures, qui a eu un effet plus psychologique que réel sur l'économie. Mais je pense que il est vrai qu'il vaut mieux avoir une situation, je dirais, paisible, mais nous avons malheureusement l'expérience de travailler dans ce genre de conditions. Et si on regarde ce qui s'est passé dans le passé, les choses finalement se sont bien passées et les taux de croissance finalement sont revenus sur ce qu'ils y étaient. Donc je ne pense pas qu'il faut trop s'alarmer sur la situation de l'économie israélienne. Il y a un problème certain. Il y a d'ailleurs tout un programme de compensation que nous sommes en train de négocier avec le gouvernement pour essayer justement de minimiser les dégâts pour les employeurs et pour les employés. Donc avec des mesures spéciales. Vous allez rester avec nous, Dan Katarivas, le mot de la fin pour Denis Charbit. Non, c'est pour dire qu'on peut bien sûr établir des comparaisons avec le passé, mais la grande opération, c'était plomb durci, mais c'était fin décembre, début janvier. Là, c'est toute la saison touristique qui est mise en péril. Et donc, à cet égard, ce sera quand même, me semble-t-il, bien plus compliqué que ce que nous avons connu en 2008-2009. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin. Dan Katarivas, vous restez avec nous. On se quitte pour 2 petites minutes et on se retrouve juste après. Merci d'être avec nous sur le plateau du Morning, 27e jour de l'opération Bordure Protectrice. Et voici ce qu'il faut retenir de l'actualité ce matin. L'armée israélienne a annoncé la mort du lieutenant Hadar Goldin, porté disparu depuis vendredi alors qu'il combattait à Gaza. Une commission spéciale menée par le rabbin en chef de Tsahal a établi les faits en se basant sur des considérations médicales, religieuses et sécuritaires. Son enterrement aura lieu cet après-midi, ce qui porte le bilan total des soldats israéliens morts au combat à 64 depuis le début de l'opération. Sur le terrain, l'armée israélienne a commencé hier à retirer la majorité de ses troupes présentes à Gaza. La destruction des tunnels toucherait à sa fin, mais Binyamin Netanyahou le répète, l'opération se poursuivra même après l'atteinte de cet objectif, tant que le calme, je cite, ne sera pas restauré pour les citoyens israéliens.
Et à Gaza, une vingtaine de cibles a été frappée par Israël ces dernières heures. De sources palestiniennes ont fait état de près de 20 morts, ce qui porte le bilan total à plus de 1700 morts depuis le début de l'opération. Le Hamas poursuit dans le même temps à tirer sur Israël 86 missiles dans la journée d'hier sur l'ensemble du pays. Les alertes ont retenti également ce matin, principalement dans les villes du sud. Enfin, sur le front diplomatique, à noter qu'une délégation palestinienne est attendue aujourd'hui au Caire pour discuter d'une sortie de crise. Israël a annoncé que pour l'heure, elle n'enverrait aucune délégation dans la capitale égyptienne. Je vous rappelle que le gouvernement israélien a décidé vendredi de ne plus négocier avec le Hamas, mais de décider seul quand et comment arrêter l'offensive. Voilà, et sur le plateau, nous sommes toujours en compagnie de Dan Katarivas, économiste. Merci donc d'être avec nous. Mais nous ont rejoint Yoram Salamon. Bonjour. Bonjour. Vous êtes fondateur du blog Route Israël et directeur de l'agence de communication ISP. Et nous accueillons également pour la première fois un collègue, à vous, Yoram. Oui, Il s'appelle Israël Tavar. Vous êtes chroniqueur à Route Israël. J'aimerais attirer votre attention sur un autre sujet qui nous préoccupe en ce moment et qui est lié à cette guerre entre Israël et le Hamas. Mais ça ne se joue pas ici, ça se joue sur un terrain qui est à 4000 km du Proche-Orient. Je parle de l'Europe et de cette déferlante antisémite avec ces manifestations pro-palestiniennes qui se succèdent depuis un mois. Résumé des dernières manifs de ce week-end, signé Sandy Fortis. Journée de mobilisation, ils étaient plusieurs milliers samedi à manifester aux quatre coins du monde contre l'opération israélienne à Gaza. À Paris, 11 500 personnes ont défilé entre la place d'Enfer Rochereau et les Invalides. Scandant des slogans tels que « Israël assassin »,« Hollande complice », les manifestants ont exprimé une fois encore leur soutien à la population palestinienne. Le conflit dure. Après, les mobilisations, elles sont là pour témoigner de la solidarité, elles sont là pour dire l'inacceptable, elles sont là pour dire qu'il y a des citoyens qui ne se résignent pas à voir des civils aujourd'hui pris en otage et assassinés par des tirs. Voilà. Maintenant, est-ce que ça fera plier Israël? Probablement pas. Est-ce que c'est une raison pour ne pas se mobiliser? Non. Après la manifestation interdite de la semaine dernière qui avait occasionné de violents heurts avec les forces de police, celle d'hier était autorisée par la préfecture et s'est déroulée sans débordement. La capitale américaine a aussi été le théâtre d'une manifestation pro-palestinienne. Plusieurs milliers de citoyens se sont réunis devant la Maison-Blanche, appelant le gouvernement à cesser de soutenir Israël. Je suis déçu de ce que notre gouvernement fait pour Israël, leur finançant leurs armes et ce dont ils ont besoin. Ce n'est pas une guerre juste, ils les tuent tout simplement. Regardez combien de personnes meurent du côté palestinien et combien du côté israélien. Cette manifestation s'est déroulée au lendemain d'une décision prise par le Congrès américain accordant 225 millions de dollars supplémentaires à Israël pour financer des missiles de défense du dôme de fer. Ils étaient nombreux également à Caracas à manifester leur soutien aux Palestiniens, des manifestants rejoints par l'ambassadrice palestinienne du Venezuela. Les Israéliens assassinent mon peuple. Aujourd'hui, j'appelle le peuple vénézuélien. Nous avons besoin de médicaments, nous avons besoin de militaires, de nourriture, de vêtements, de chaussures. De nombreuses autres manifestations ont eu lieu dans d'autres pays du monde, notamment au Chili où ils étaient 8000 à battre le pavé de la capitale, appelant leur gouvernement à rompre toute relation avec Israël. Et à Berlin où quelques centaines de manifestants brandissaient des affiches anti-israéliennes, comparant notamment Israël au régime nazi, une manifestation qui s'est déroulée elle aussi sans débordement. Voilà pour ces manifestations. À noter, et on va la voir immédiatement ensemble, la une du très sérieux Newsweek. Ce week-end, elle est titrée « L'exode des Juifs d'Europe ». Dan Katarivas, est-ce que l'Europe frôle le déjà-vu ? Écoutez, ce n'est pas le déjà-vu dans la manière où nous avons un État. Il y a où venir et c'est une situation tout à fait différente. Le fait que l'antisémitisme existe en Europe, ça c'est du déjà-vu. Mais je pense que l'antisémitisme est un phénomène qui existe en Europe depuis, je dirais, des centenaires. Il y a des hauts et des bas. Malheureusement, on a vu le plus bas durant la Seconde Guerre mondiale. Il faut essayer de réfléchir. Je pense que ce n'est pas moi qui l'ai dit, mais l'antisémitisme reflète, je dirais, un malaise très profond de la société européenne. L'antisémitisme reflète, je dirais, du racisme, reflète une intolérance, reflète une maladie très profonde dans la société européenne. Yoram, on le voit, on le ressent en Europe, Internet est devenu un terrain extrêmement hostile aux Juifs, quasi un champ de mine. Ça se ressent comment concrètement ? Ça se ressent, on a l'impression parfois d'être
faire partie des derniers bastillons à pouvoir défendre une libre parole par rapport à revendiquer qu'Israël est un pays finalement comme les autres. Il y a un tel déferlement aujourd'hui et surtout une légitimité qui est là et qui est banalisée de pouvoir s'exprimer contre les Juifs sous couvert. Et encore, il y a encore, je dirais, 6-7 mois, l'antisionisme était la figure officielle pour être antisémite, entre guillemets. Aujourd'hui, je pense que les gens se cachent même plus. De toute façon, on le voit dans les manifestations, on frôle, et même certains slogans ont déjà été revendiqués limite. Et je pense qu'aujourd'hui, Internet est juste bousculé par cette déferlante, quoi. On le voit dans tous les commentaires, dans les articles à peine voilés. C'est assez effrayant. Il y a une vraie légitimisation de la parole antisioniste sous couvert d'antisémitisme. Est-ce que le camp israélien, est-ce que les Juifs partout dans le monde arrivent à se défendre, à faire passer leur message, notamment sur Internet? C'est très difficile et c'est vrai qu'il faut expliquer vraiment le lien entre antisionisme et antisémitisme, et c'est pas toujours facile pour des personnes qui légitimement ont envie de défendre des civils, ce que l'on peut tout à fait comprendre. Il faut simplement expliquer une chose très simple, c'est qu'il y a une continuité. Il y a d'abord eu l'antijudaïsme classique qui interdisait aux juifs d'être un croyant. Ensuite, il y a eu l'antisémitisme, où on interdisait aux juifs d'exister en tant que personne. Et ensuite, il y a eu l'antisionisme, qui est dans cette même continuité, qui interdit aux juifs d'exister en tant que nation et qu'État-nation. Donc on est vraiment dans la même continuité. Autre conséquence, Dan Katarivas, si je me tourne vers vous, ce sont ces boycotts économiques qu'Israël connaît déjà trop bien depuis plusieurs années. Dernier exemple en date, le gouvernement belge décide il y a quelques jours, sous l'impulsion de son ministre de l'économie, le socialiste Van de la Noot, de mettre en place un label pour les produits fabriqués dans les implantations israéliennes. Ce n'est pas une stratégie nouvelle, mais elle est renouvelée à chaque conflit. Comment Israël lutte contre ça? Tout d'abord, il faut mettre les choses dans leur dimension réelle. Cette campagne de BDS, Boycott, Disinvent and Sanction, finalement, heureusement pour l'instant, n'a presque aucun effet sur l'économie israélienne. Ça fait beaucoup de bruit dans les médias, je dirais ce qu'on appelle social, etc. Ce n'est pas le mainstream aujourd'hui. Il ne faut pas minimiser le phénomène, mais ils ne font pas non plus le mettre en avant, et ces proportions sont très très limitées. Quand les gouvernements eux-mêmes reprennent le relais, c'est inquiétant. Il faut différencier ce qu'on appelle le boycott populaire et ce qu'on appelle le boycott qui est à ce moment-là géré par du gouvernement. Ce que vous avez mentionné, la politique du gouvernement belge, cela est une histoire qui date depuis très longtemps. Je dirais la distinction entre les territoires sous contrôle israélien, occupés, occupérés, libérés, choisissez la formule que vous voulez. Donc l'application des accords de libre-échange entre Israël et l'Union européenne et ce qu'on appelle l'application territoriale de ces accords. Alors, les Européens, pour leurs raisons politiques, ont décidé a priori de déjà décider où sera la frontière entre nous et les Palestiniens. Chose qui, finalement, d'après les accords d'Oslo, doit être négociée par nous et les Palestiniens. Mais pour les Européens, 67 est la ligne de démarcation et la frontière. Donc tout ce qui est au-delà de 67 n'a pas le droit au régime des accords entre Israël et l'Union européenne. D'ailleurs, jusqu'en 1994, il n'y avait aucun problème. Une fois que l'autorité palestinienne a été créée, c'est à ce moment-là que s'est créé le problème. Est-ce que oui ou non, on peut différencier entre des produits qui viennent au-delà de la ligne verte et les produits qui sont produits en Israël? Alors, pour des raisons purement politiques, les Européens veulent faire la distinction. Bon, là aussi, quand on regarde quels sont le nombre ou le chiffre ou la quantité de produits qui sont produits au-delà de la ligne verte, et on compare ça à la totalité de l'économie israélienne, c'est vraiment, je dirais... je vais vous donner un chiffre. On exporte vers l'Europe des produits industriels en provenance des territoires. Je pense que ça se chiffre à 100 millions de dollars par rapport à 15 milliards de dollars d'exportation israélienne vers l'Europe. Donc c'est la moitié d'1%. Donc mettons les choses dans leur proportion réelle. C'est vrai que c'est désagréable, ça peut, effectivement, c'est pas très beau à voir des manifestations contre des produits israéliens. D'ailleurs, il faut également, je dirais, dire que le comportement, par exemple, du gouvernement français a été exemplaire quand il y a eu justement ces gens qui sont venus détruire ou faire de la casse dans des magasins. Il y a heureusement des législations contre, je dirais, cet incitement à la haine, puisque c'est ça finalement qu'ils font. Et là, le gouvernement français a pris des mesures très strictes. Maintenant, si on rentre dans la question de différencier les produits
produits qui viennent au-delà de la ligne de 67 et ceux qui viennent dans le territoire israélien de près 67, là, c'est pas nouveau. En 2005 déjà, sous, je dirais, certaines restrictions, en fait, les Israéliens ont décidé de, effectivement, mettre un label qui pourrait différencier ces produits pour que ces produits payent des droits de douane, tandis que les autres ne payent pas des droits de douane. Mais là aussi, la dimension de ce phénomène est très, très, très limitée. Et au contraire, on peut également voir une mobilisation pour acheter des produits israéliens, cela aussi existe, mais une fois de plus, les produits israéliens, en grande partie, sont des produits de haute technologie. Si on veut boycotter, par exemple, un produit israélien, je propose à tous les gens qui ont un ordinateur chez eux à la maison de le rendre au magasin, parce que Intel Inside est produit en Israël, donc si vous voulez ne plus avoir d'ordinateur, continuez à boycotter Israël. On a bien compris votre message, Yoram, sur ces campagnes BDS, sur l'incitation à la haine qui est faite sur Internet. Finalement, aucun contrôle n'est possible, aucune mesure n'est possible. J'avais envie de rebondir justement sur ce qui était dit, parce que je crois que la sanction économique n'est pas forcément forcément un but recherché, mais pas le primordial, parce que justement c'est ce qui se passe, c'est que idéologiquement, et ça se voit sur Internet et ça se voit partout sur les réseaux sociaux, on a légitimisé quelque chose finalement qui revient à ce qu'on faisait il y a 70 ans, c'est-à-dire isoler en gros de manière légitime des produits israéliens en disant qu'on les boycotte, mais ça revient dans l'idée, c'est ce qui s'est passé en Europe, les tentatives, ça revient à dire qu'on boycotte des produits juifs. Et moi, j'ai cette image en tête à chaque fois de voir une étoile juive sur un magasin, et j'ai exactement le même sentiment quand on fait ça. Ce boycott, d'ailleurs, il est visible, il est politique, il est extrêmement fort et puissant vis-à-vis d'Israël, mais j'ai vu aucun boycott où on a décidé de mettre des affiches, je sais pas, pour la Chine par rapport à ce qu'elle fait au Tibet, par rapport en Irak, par rapport en Syrie. J'ai pas vu ce boycott-là. Et donc là, c'est très ciblé et ça déculpabilise. Il y a une sorte de déculpabilisation un peu des gens aujourd'hui par rapport à ce phénomène. C'est presque normal de boycotter un pays, en tout cas Israël, quoi. Et d'abord, une partie des usines qui se trouvent dans les territoires emploient des Palestiniens. Et si on boycotte les produits, finalement, on boycotte des endroits où justement il y a une coopération entre Israéliens et Palestiniens d'une façon très positive. Donc si vous voulez, on peut labeller produit dans une usine qui emploie 100 Palestiniens. Il est vrai que l'usine se trouve dans des territoires qui sont contestés. Le jour viendra où, quand il y aura une solution politique, ou bien ces usines seront des usines en Israël qui emploieront des employés étrangers qui viendront de l'État palestinien, ou au contraire, ce sera des investissements étrangers dans l'État palestinien. Donc, pourquoi pas continuer aujourd'hui à maintenir ce genre d'activités qui, finalement, peuvent avoir aussi un rôle de créer plus de bien-être pour et des employés palestiniens et des Israéliens. Le problème, je pense qu'on a laissé trop de champ aujourd'hui, et Israël est très en retard. Et d'ailleurs, on a laissé trop de champ à des mouvements comme le BDS ou des mouvements qui ont pris une communication quand même extrêmement importante. Nous, on se réveille un petit peu tard par rapport à ça. On va parler de cette question précisément avec vous, Israël Tavor. On l'a dit, cette mobilisation pro-palestinienne sur Internet est extrêmement organisée, savamment orchestrée. On parle de guerre psychologique, de guerre de propagande. Concrètement, comment ça fonctionne, cette guerre des images avant tout? Cette guerre des images, quand on est sur Facebook, on voit d'ailleurs toutes ces images qui s'échangent, tous ces petits graphiques avec ces chiffres qui se mettent en place des deux côtés, d'ailleurs. J'ai vu récemment d'ailleurs au niveau des paroles Amos Oz dans une interview il y a 2-3 jours qui justement faisait le parallèle au début de l'interview. Il dit: attendez, je vais vous poser une question, vous journaliste, voilà, j'ai un voisin en face de moi, il met son enfant sur ses genoux et il me tire dessus, qu'est-ce que je fais? Maintenant, on peut commencer l'interview. Donc le problème pour Israël, c'est que quoi que l'on fasse, on a toujours l'image d'un soldat avec en face un enfant. Et à partir de là, c'est extrêmement compliqué de venir expliquer le pourquoi du comment, pourquoi est-ce qu'il y a ce soldat en face d'un enfant. On peut montrer les images en reculé en montrant la mise en scène qu'il y a derrière. Ça devient extrêmement difficile. J'ai vu d'ailleurs la couverture du Guardian, il n'y a pas très longtemps encore, où on voyait un enfant palestinien, le visage un peu ensanglanté. On la voit l'image. Voilà, donc qui est terrible. Il n'y a pas de mise en distance, il n'y a pas de mise en perspective par rapport à cette image-là. Et puis également, il y avait dans le journal Le Monde, alors pareil, il en avait autre chose, c'était des images qui paraissaient beaucoup plus objectives. On voyait des images satellites de Gaza avant et après les bombardements. Mais on ne voyait pas l'explication, on ne savait pas
qu'est-ce qui était bombardé, s'il y avait eu des roquettes qui étaient lancées de cet endroit ou pas, etc. Il n'y avait aucune mise en perspective qui avait été faite par cela. Voilà, ça peut sembler une guerre perdue d'avance, évidemment, sans la contextualisation, en se basant uniquement sur les images. Israël a très très peu de moyens de faire passer ces messages. Est-ce qu'on peut parler, on l'a dit, d'une stratégie marketing presque du Hamas extrêmement bien réfléchie? Alors oui, tout à fait, parce que la manière dont cela fonctionne, c'est d'avoir d'abord une image forte qui va susciter une émotion. Cette émotion va être tellement puissante que l'on ne va pas passer par l'étape de réflexion nécessaire, et c'est ce que je disais, prendre la distance un petit peu pour dire, ok, comment est-ce que cette image est arrivée? Comment est-ce qu'elle a été éventuellement construite? Une image est toujours construite, même si elle est prise sur l'instant, il n'y a pas d'image qui viennent comme cela. Il y a toujours une construction de l'image, et il y a un engrenage qui se passe dans le cerveau de tout individu. Quand on voit l'image d'un enfant qui est dans les décombres, moi le premier... et qui sont des images vraies en plus. Et qui sont des images vraies, il n'y a pas de non, il n'y a pas de doute à avoir là-dessus. Exactement. On a tout de suite une empathie immédiate, et on n'arrive pas à voir le mécanisme qui est derrière tout cela, comment il y a des boucliers humains qui sont utilisés, etc. C'est absolument terrible, et c'est une stratégie qui est assez perverse. Ça commence à se révéler un peu maintenant, justement, parce qu'on a, en fait, face à l'émotion d'un côté, nous, la seule arme qui nous restait, c'était la capacité d'analyse, pour démontrer que l'émotion, en fait, elle a quelque chose d'artificiel dans la manière dont elle est construite. Mais aujourd'hui, et on a vu dernièrement quelques articles qui sont sortis sur la pression qui sont faits sur les journalistes, sur la manière dont l'information a été diffusée, les photos factices, même si effectivement il y a 1700 morts, donc effectivement il y a des femmes, il y a des enfants, il y a des images atroces. Pression sur les journalistes, notamment de ne jamais filmer d'hommes armés du Hamas, etc. C'est comme si il y a vraiment une pression apparemment énorme qui est en train de remonter là. En tout cas sur Internet, il y a pas mal d'articles qu'on a vu passer dernièrement où il y a des journalistes qui ont apparemment réussi à se libérer effectivement de cette pression et de dire là-bas tout est muselé, et c'est normal puisque le Hamas a une stratégie marketing, donc cette stratégie marketing, il y a un canal, a une direction, et si elle en sort, les journalistes font partie de leur canal principal, donc ils sont obligés de les serrer. On peut parler de propagande en bonne et due forme. Alors oui, surtout sur Internet, il y a une vidéo absolument terrible qui s'appelle Hug a Terrorist, faites un câlin à un terroriste, qui a été tournée à Toronto. Et en gros, c'est deux petites gamines qui doivent avoir une dizaine d'années, qui sont avec un panneau Hug a Terrorist. On les voit en ce moment, vous pouvez les commenter. Voilà, et donc on voit d'ailleurs l'adulte qui est derrière, qui est en train de mettre en scène tout cela, et on voit les deux petites filles en train de dire voilà, Israël est en train de nous bombarder parce qu'ils considèrent que nous sommes les terroristes. Donc, lorsque l'on voit cela, qu'est-ce qu'on a envie de faire? On a envie d'avoir la compassion immédiate. Avec voilà le câlin qui est fait aux petites filles, on les comprend. Hein, on le comprend. Moi, la première fois que j'ai vu la vidéo, je me suis fait avoir. Je me suis dit, ah oui, on est à un moment. Puis à un moment, on reprend le recul, on essaye d'analyser. Exactement comme sur Gaza, il y a cette stratégie de bouclier humain. Là, on a affaire à quoi? À la stratégie d'un bouclier médiatique. C'est-à-dire qu'on est en train de dire il faut protéger les terroristes parce qu'en fait, on veut faire croire que ce sont des enfants. C'est absolument terrible comme Est-ce qu'on peut comprendre, Israël, d'abord, d'où vient cette stratégie? De quoi s'est inspiré le Hamas, finalement? Alors, ils n'ont rien inventé du tout. Ouais. C'est dans les entreprises, tout simplement. Ils ont mis ça en place depuis des années. Alors, je peux prendre un exemple. Ils ne sont pas du tout terroristes ni quoi que ce soit. Mais par exemple, Apple, c'est ce qu'ils font. C'est-à-dire que vous avez littéralement des fans d'Apple. Et comment est-ce que ça a été mis en place? Comment ça a fonctionné? C'est-à-dire que, pareil, on a mis en place un lien entre le consommateur et la marque, un lien purement sentimental. C'est-à-dire que l'on n'est plus en train d'essayer de chercher pourquoi le produit était objectivement le meilleur, même s'il a ses qualités, ça n'a rien à voir. Mais comme le message pour faire acheter le produit est trop long, il vaut mieux passer directement par la case sentiment. C'est beaucoup plus rapide que d'essayer d'expliquer longuement ce qui est en train de se passer. Hein. Est-ce qu'Israël s'y est pris trop tard dans cette guerre de communication ? C'est pas la première fois qu'effectivement on se réveille trop tard. Les choses existent depuis des dizaines d'années. Malheureusement,
Et là, je pense que le gouvernement israélien n'a également pas su s'organiser comme il faut. Il y a différents ministères qui se tapent dessus, à savoir qui sera responsable de la fameuse Hasbara, et que ce soit les affaires étrangères, que ce soit la présidence du Conseil. Je pense que malheureusement, chaque fois, il y a des critiques, et le budget d'ailleurs, je dirais, du branding d'Israël, puisque c'est de ça qu'on parle, est absolument ridicule. Et il faut comprendre qu'effectivement, la guerre a également lieu sur les médias. Et si c'est la guerre, il faut avoir les armes nécessaires, il faut produire la stratégie nécessaire, et il faut combattre cette guerre-là. Et je pense que ça a du mal à pénétrer sur certains décideurs israéliens, et on se réveille un peu trop tard. Et là, je pense qu'une fois de plus, après cette opération, il y aura une fois de plus des comités, on parlera, on essaiera de faire les choses mieux la prochaine fois. Espérons qu'il n'y ait pas de prochaine fois, mais il est certain qu'Israël n'a pas vraiment compris cette guerre de propagande contre elle, puisque nous sommes tellement, et je dirais à juste titre, convaincus que c'est tout à fait, je dirais, inconcevable de donner son support à des terroristes. Mais on se rend compte que finalement, ces terroristes ont réussi à manipuler l'opinion publique, et contre ce genre de guerre, il faut probablement réagir avec, je dirais, une stratégie et des tactiques pour combattre ce combat. Alors, c'est la grande question, comment se prémunir de ce marketing du Hamas, de cette propagande du Hamas? Est-ce que c'est un combat possible? Alors, il y a un gros souci, un gros problème, c'est-à-dire qu'une fois qu'une personne a vu ces images, que son sentiment est créé, c'est un sentiment de révolte, de colère, et qu'on essaie de lui expliquer comment cette image a été créée, il y a ce qu'on appelle la dissonance cognitive. Alors qu'est-ce que ça veut dire, ce terme un peu barbare? C'est que dans le cerveau de la personne, entre le cœur de ses convictions et les nouveaux faits qu'on lui apporte, il y a un conflit qui se crée. Et ce conflit est difficile à résoudre parce que la personne va essayer de trouver des contre-arguments, parfois totalement irrationnels, va chercher, ou simplement regarder que la moitié des faits, celle qui l'arrange, et évacuer tous les autres faits qui n'arrangent pas sa démonstration. C'est pour ça que c'est très compliqué. Il faut absolument... Moi, j'ai parfois, au bout de plusieurs heures de débat, en disant, voilà, on va prendre un pas de recul. On va simplement regarder les choses un peu plus calmement. C'est compliqué à faire. On va regarder la manière dont l'image est faite. Ensuite, on va analyser. Ensuite, c'est normal d'avoir un sentiment de révolte, de colère. Mais il faut d'abord que ce sentiment arrive à la fin et après analyse. Est-ce qu'il est possible de demander aux internautes, de demander aux consommateurs de médias d'avoir ce temps de recul alors que les morts se succèdent à Gaza? Je pense qu'il faut dissocier deux types de populations. Il y a la population qui est impliquée, c'est-à-dire nous, en tant que juifs, israéliens. Il y a la population musulmane ou de gauche, etc., qui s'implique, qui est politisée en tout cas. Puis après, il doit y avoir à peu près, à mon avis, 70-80% de personnes peut-être qui réagissent aujourd'hui comme elles vont réagir dans 2 semaines en regardant un autre conflit ou en regardant, etc. Mais je crois que ce travail, il n'est pas à faire sur les gens qui sont convaincus aujourd'hui. Il est à faire sur les gens qui n'ont pas encore d'avis sur la question et qui, justement, ne sont pas en dissonance aujourd'hui, qui, peut-être en voyant les images, se disent « Oula, c'est lourd », mais qui ont peut-être la capacité de prendre une distance par rapport à ça, parce qu'ils n'ont pas l'information. Et je pense que le combat qu'on a à mener aujourd'hui, c'est celui de l'information, pas par rapport à nos détracteurs, mais par rapport à tout ce réseau, enfin toute cette population qui aujourd'hui n'est absolument pas sensibilisée par manque d'information. Elle voit juste défiler des images. Et dans 2 semaines, pour cette opinion publique sensible à la cause palestinienne, qui soutient la cause palestinienne, le combat est perdu d'avance? C'est, comme disait Israël, c'est un travail... au lieu de s'attaquer à ces personnes-là, en tout cas de mettre tous les moyens sur ces personnes-là, déjà on manque de communication et de nous-mêmes de marketing. Donc il y a un travail qui est beaucoup plus important à faire sur et des moyens beaucoup plus importants à faire sur cette cible-là qui va mettre peut-être des années, et tout à coup on va avoir avec un taux de succès qui va être très faible, alors que sur une population qui peut peut-être faire changer les choses, c'est-à-dire des populations non initiées ou non impliquées dans ce conflit, qu'on peut peut-être réussir justement à faire prendre conscience. Et ce qui se passe aujourd'hui, c'est très intéressant. On faisait le parallèle avec la Seconde Guerre mondiale, mais aujourd'hui, le problème de l'antisémitisme ne vient pas du gouvernement, il vient de la société civile. Et c'est là où ça pose un problème, parce que le gouvernement aujourd'hui met des freins à ça et agit en France. Par contre, la société civile, elle est en train de se laisser entraîner par ça. C'est la société civile qui fait le gouvernement. Allez, on va retrouver Mathias Sinbar à présent à la frontière entre Israël et la bande de Gaza pour comprendre où en est l'opération sur le terrain. On parle d'un repositionnement militaire ces dernières heures. Mathias Sinbar, est-ce qu'on peut envisager un retrait total des troupes israéliennes de Gaza? Et si oui, pour quand?
Bien, tant en tout cas, Barbara, tant que l'opération ne sera pas terminée, à savoir la destruction totale des tunnels de contrebande et surtout des tunnels offensifs desquels peuvent sortir les terroristes du Hamas en territoire israélien. Binyamin Netanyahou, le Premier ministre et son ministre de la Défense, Moshe Ya'alon, l'ont déclaré hier soir en conférence de presse. Il n'y aura pas de retrait total de la bande de Gaza. Il n'est même pas certain d'ailleurs, à partir du moment où il y a destruction totale, qu'il y ait un retrait total également. Le Premier ministre a déclaré, le Premier ministre israélien a déclaré que tant qu'il y aura un danger, en tout cas, de possible infiltration, ou tant qu'il y aura des rampes de lancement à l'intérieur de la bande de Gaza, Israël se réserve le droit d'agir par les airs, tout d'abord, et éventuellement par voie terrestre. C'est la raison pour laquelle, on le voit toujours, il y a toujours des tirs d'artillerie contre les positionnements du Hamas à l'intérieur, et il y a des blindés qui se situent à 4-5 km le long de la barrière. Donc, Israël se réserve toujours le droit. Et ce qui est incroyable de voir ce qui se passe derrière nous, Barbara, c'est qu'il y a 24 heures à peine, je n'aurais pas pu me positionner ici, parce que le conseil régional d'Eshkol, là où je me trouve, c'est-à-dire plus au sud de la bande de Gaza, a été le théâtre d'une pluie, d'une salve continuelle de roquettes. Que s'est-il passé depuis, puisque le Hamas, on le sait, n'a pas signé de cessez-le-feu. Pour l'instant, il n'y a qu'un retrait partiel, unilatéral de la part de l'armée israélienne. C'est une question auquel il faudra chercher une réponse dans les heures qui viennent. Pourquoi le Hamas a réduit de manière considérable ses tirs de roquettes? Est-ce qu'il s'agit véritablement d'un succès militaire ou alors d'un ordre donné par l'échelon politique du Hamas ou alors peut-être d'autres intervenants comme le Qatar? Merci beaucoup Mathias Inbar. On continuera évidemment de suivre en direct sur notre antenne la situation minute par minute. Je vous remercie tous les trois d'avoir été avec nous ce matin et je vous rappelle une des informations de cette matinée. L'armée israélienne a annoncé la mort du lieutenant Hadar Goldin, porté disparu depuis vendredi alors qu'il combattait à Gaza. Ses obsèques auront lieu cet après-midi à 17h30 à Kfar Saba, dans sa ville. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Je vous souhaite de passer une belle journée. Portez-vous bien et je vous dis à demain.